Commence doucement. On voit le nombre de participants qui augmente tout doucement. On a le plaisir d'avoir été missionné par toute l'équipe d'Afranum et d'Afravi pour faire un module Afranum un peu différent de ceux dont vous avez l'habitude. On va parler aujourd'hui d'antibiorésistance. Et j'ai le plaisir de participer à ce module avec Martin Van de Putte, qui est infectiologue belge, formé à Bruxelles et à Anvers, qui a travaillé pendant plusieurs mois à Mayotte et qui travaille avec l'Institut de médecine tropicale sur divers projets internationaux. Et il finit actuellement une thèse de doctorat en microbiologie à l'Université d'Édimbourg en Écosse sur les Klebsiella pneumoniae multirésistantes et hypervirulentes. Le deuxième orateur dont j'ai le plaisir de vous parler, c'est Bastien Mollo, qui est infectiologue français, qui est membre de MSF, qui travaille à la fois à MSF et au Centre régional d'antibiothérapie d'Île-de-France, qui sont des structures dédiées au bon usage à l'échelon régional, et lui, c'est à l'échelon de la région Île-de-France. Et puis, Bastien est également rattaché au service de maladies infectieuses de l'hôpital Bichat-Claude Bernard, du service de professeur Yazdan Pana, et un membre actif du groupe Bon Usage de la Société de pathologie infectieuse de langue française. Et puis, je vais rapidement me présenter en disant que je suis Alexandre Bleptreux, que je suis infectiologue à la Pitié-Salpêtrière, et donc on va aller vers le début de notre présentation. Donc, ce module dure 2 heures. On a volontairement fait quelques petites questions interactives, donc n'hésitez pas à nous répondre. Et puis, des topos courts avec une grande place laissée aux interactions et à la discussion. Et c'est vraiment l'objectif. Enfin, on me dit de vous dire dans mon oreillette, que je n'ai pas d'ailleurs, que de ne pas oublier de répondre au questionnaire de satisfaction à la fin de ce module. Et puis, le prochain module Afranum aura lieu en juillet. La date précise est à définir. Et il portera sur le meilleur du congrès de la CROI, sur sa partie prise en charge dans les pays du Sud. Et donc, on espère, toute l'équipe d'Afranum espère que vous serez nombreuses et nombreux à suivre ce 16e module. Donc, Martin, j'ai fait ta présentation. Je te propose de prendre la main, de commencer avec les quelques quiz que tu nous as préparés. Et puis ensuite, tu auras 20 minutes pour nous parler de la résistance aux antibiotiques dans les pays du Sud. Quelles sont les données qui nous manquent? Donc là, normalement, vous devez voir sur votre page Zoom le sondage qui s'affiche. Martin, je te laisse poser les questions. Oui, alors bonjour à tous et à toutes. Donc, avant toute chose, je tiens à dire que je suis très content d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, on m'a demandé de parler effectivement de la résistance aux antibiotiques dans les pays du Sud au sens large. Donc voilà, je tiens à dire que comme Alexandre m'a présenté, moi je suis belge, donc je viens d'Europe. J'ai pas une expérience énorme non plus dans les pays du Sud. J'ai pas voyagé dans 150 000 pays du Sud. Et donc le but aussi, c'est de discuter tous ensemble et d'avoir vos avis, vos opinions et d'avoir une discussion constructive. Moi, c'est plus l'état de ce qu'on connaît pour le moment dont je vais parler. Et donc, pour commencer, on commence avec une petite question. Juste pour un peu sonder, voir un peu ce que les gens savent, ce que les gens pensent. Ma question, c'est quelle est, selon vous, la situation actuelle en termes d'antibiorésistance dans les pays du Sud, malgré un certain manque de données, comme comme le titre de ma présentation le laisse suggérer. Et donc, est-ce que vous pensez, que la majorité des infections dans les pays du Sud sont causées par des germes multirésistants? Est-ce que vous pensez, que cette situation est globalement mauvaise, avec des taux de résistance parfois jusqu'à 5 fois supérieurs à ceux des pays à haute ressource ou à haut revenu, pour certains antibiotiques, pour certaines combinaisons en tout cas?
Est-ce que vous pensez que c'est une situation qui est globalement similaire à celle des pays à plus haut revenu? Est-ce que vous pensez que la majorité des morts par infection sont causées par des infections à germes multirésistants? Ou est-ce que vous pensez simplement qu'en fait, on ne peut pas se prononcer par manque de données? Donc voilà, si vous voulez répondre. Donc moi, je ne vois pas en temps réel, mais apparemment, je vois à la fin. OK. Et donc ça, c'est déjà intéressant parce que je ne sais pas si vous voyez tous les réponses, mais en fait, les réponses sont assez disparates et je pense que c'est un bon résumé de l'état actuel des connaissances et qu'en fait, avec le manque de données, on ne peut pas dire tellement de choses, mais la réponse, entre guillemets, la plus exacte, c'est que la situation semble être globalement mauvaise avec des taux de résistance qui sont parfois jusqu'à 5 fois supérieurs, mais il y a un mais et c'est ça dont on va tenter de discuter. Donc, je voulais commencer par un simple petit cas clinique que j'ai vécu à Mayotte, qui était un homme de 45 ans, diabétique, hypertendu, avec une insuffisance rénale chronique, qui était admis pour une récidive d'une arthrite septique de son genou gauche, qui en fait récidivait depuis plusieurs mois, qui était initialement un staph doré, qui avait des multiples lignes d'antibiothérapie, initialement par amoxy, puis de l'oxacilline, clindamycine. Il y avait du pio qui s'était greffé dessus, donc du pseudomonas, du Cynotrophomonas maltophilia. Il était traité par piptazo, cipro, cotrimoxazole, cipro de nouveau. Et là, il revient parce que ça a récidivé malgré un traitement suppressif. Et donc, il retourne en salle d'opération pour un nouveau drainage. Et après ce drainage qui se passe relativement bien, il présente une dégradation respiratoire due à simplement une pneumonie du laboratoire 3, probablement post-intubation. Donc, il est réintubé, il est admis en réa, il a un traitement par amine parce qu'il se choque. Et dans son aspiration trachéobronchique, on trouve, ici, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, mais on trouve de l'Acinetobacter baumannii, qu'on trouve en fait aussi dans son frottis rectal. Donc, quand on fait son recherche de BMR dans son frottis rectal, on trouve effectivement cet Acinetobacter baumannii dont on nous dit qu'il est producteur de carbapenémase. Effectivement, quand on regarde l'antibiogramme de cet Acinetobacter baumannii chez ce patient, donc comme j'ai dit, multitraité et maintenant intubé avec une pneumonie, il est pratiquement résistant à tout, à part à quelques aminoglycosides. Et quand on génotype, on trouve un OXA23 et NDM, donc deux carbapénémases. Et cet Acinetobacter baumannii, sans grande surprise, on le trouve aussi au niveau du PU qui était prélevé au niveau de son genou. Et donc, on lance un traitement par imipenem, cilastatine, gentamicine et colistine en aérosol. Malheureusement, le patient évolue rapidement vers un RDS et décède après 8 jours en réa. Donc, c'est un cas que probablement beaucoup d'entre vous ont déjà connu. C'est des cas des patients assez jeunes, relativement peu comorbides, qui en fait vont décéder de germes absolument intraitables, des morts qui sont évitables autrefois, qui en tout cas auraient été évitables autrefois. Alors, la première chose dont je voudrais discuter, c'est quand on parle des pays du Sud, des pays tropicaux au sens large, c'est un terme qui n'est pas très propre, j'ai envie de dire, parce que les pays tropicaux, c'est la zone tropicale, c'est très vaste. Je pense d'un point de vue épidémiologique, ça a probablement plus de sens et c'est plus pertinent de parler de pays à plus faibles ressources, à plus faible revenu. Et donc, on parle essentiellement des pays d'Amérique latine, des pays d'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud et du Sud-Est. Alors, quand on essaie de voir quelle est la résistance aux antibiotiques dans ces pays, si on essaie de démarrer avec, par exemple, l'Afrique subsaharienne, il y a un projet qui a été mis en place assez récemment par l'African CDC qui s'appelle MMAP, dont le but est d'évaluer la résistance aux antimicrobiaux et l'utilisation de ces antibiotiques dans les 14 pays africains, c'est quand même plus de 200 laboratoires. Comme vous voyez, c'est surtout des pays d'Afrique subsaharienne, mais c'est des pays d'Afrique de l'Ouest et des pays d'Afrique de l'Est. Ce qui est assez frappant, la première chose qui est assez frappante, c'est que sur ces 205 labos, seulement 1% de ces labos faisaient des tests bactériologiques et des tests de susceptibilité aux antibiotiques. Donc, c'est vraiment très faible. Et dans ces échantillons qui étaient testés, pour 88% des cas, en fait, il n'y avait aucune information clinique. Alors, pourquoi cette surveillance est si basse? Il y a beaucoup de raisons. Il y a peu d'études qui ont été faites pour des raisons claires, mais on peut assez facilement, ça c'est une revue qui a été publiée récemment, on peut assez facilement penser et réfléchir à quelles sont les causes principales. Forcément, c'est principalement des problèmes au niveau des labos, donc il y a un accès limité ou une non-disponibilité des réactifs, souvent des infrastructures laboratoires insuffisantes, donc ça c'est plus au niveau matériel, mais aussi au niveau personnel, du personnel de labo et du clinicien, parfois qui sont parfois limités en termes de nombre, parfois de formation, problèmes de communication entre le labo et les cliniciens, et puis tous des problèmes de standardisation, d'assurance qualité.
Cependant, il y a des initiatives qui existent et récemment, plusieurs initiatives ont été lancées pour essayer de régler ce problème et améliorer cette surveillance dans les pays à plus faible revenu. Et la principale initiative qui a été lancée, c'est le GLASS, donc c'est Global Antimicrobial Resistance and New Surveillance System. Donc ça a été lancé par l'OMS en 2015. Et en fait, c'est un programme qui se base sur des programmes de surveillance nationaux. Et donc, ce qu'ils essayent, c'est de disperser des centres de surveillance un peu partout à travers le pays, qui ensuite envoient leurs données à un centre, à une institution plus centrale pour envoyer ces données à l'OMS. Et donc, on voit qu'il y a pas mal de pays, je veux dire, initialement, il y avait une soixantaine de pays qui étaient impliqués et qui s'étaient engagés. Et maintenant, fin 2022, ils sont à plus de 120 pays. Donc, on voit des pays, par exemple, comme le Bangladesh. Bon, il y a 8 centres de surveillance, mais par exemple, en Inde, il y a 130 centres de surveillance. En Afrique du Sud, 350. Donc, c'est un espèce de réseau qui se crée au sein du pays qui permet vraiment de drainer toutes les données et de les envoyer à l'OMS pour ce projet. Et donc, il y a tout un dashboard, donc tout un tableau avec ces données. Alors, forcément, il y a plein de données différentes pour différents germes, différents antibiotiques. Donc, je ne vais pas tous les reprendre. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que on voit au niveau de l'évolution du nombre de pays, comme je l'ai dit, le nombre de pays qui sont enrôlés augmente. Par contre, on voit que, donc ça, les couleurs représentent attendez, j'essaie juste de mettre un petit, voilà. Les couleurs représentent le nombre d'infections bactériologiquement confirmées par million de population, et on voit que c'est surtout dans les pays européens et en Australie qu'on a le plus grand nombre de ces infections confirmées, tandis que dans les pays à plus faible revenu, on a des nombres un peu plus faibles. Quand on voit l'évolution aussi, on voit qu'en Europe, c'est relativement haut, parce qu'ici, on est à 500 par million de population. Ça, c'est avec des tests de susceptibilité aussi. On voit qu'en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, c'est relativement bas, mais ça augmente. Par contre, en Afrique subsaharienne, pour le moment, c'est encore très bas. Et la tendance, bon, c'est jusqu'en 2020, mais la tendance est toujours un peu négative. Alors, bon, moi, comme Alexandre l'a dit, je travaille sur le Klebsiella, donc c'est ce qui m'intéresse. Donc, à titre d'exemple, j'ai montré une combinaison très classique du Klebsiella pneumoniae dans les infections urinaires résistantes aux céphalosporines de troisième génération. Alors, si on compare donc, les données du GLASS entre la région africaine et la région européenne, la première chose qu'on voit essentiellement, c'est qu'il y a une différence de résistance. Donc, on est aux alentours de 70-80% de résistance aux céphalosporines de troisième génération dans la région africaine, tandis qu'on est aux alentours de entre 5 et 10% pour la région européenne. Mais, on voit que le nombre d'infections bactériologiquement confirmées est sensiblement plus bas. Donc, on est aux alentours de 1000 infections bactériologiquement confirmées pour tout le continent africain. Donc, c'est vraiment dérisoire, tandis qu'on est plus aux alentours de 100 000, donc probablement quelque chose d'un peu plus robuste au niveau européen. Et d'ailleurs, les intervalles de confiance en témoignent. En Asie du Sud-Est et en Amérique, de nouveau, les chiffres sont un peu mieux, les nombres sont un peu mieux, mais c'est quand même toujours très bas pour une région entière. Et on voit quand même que les taux de résistance ont l'air plutôt élevés. Alors, la deuxième source de données, donc je vous invite à aller voir ce tableau du GLASS, c'est assez bien fait si vous voulez des informations plus précises. Bien sûr, l'objectif de cette présentation n'est pas de parler de tout ça, enfin de tous les détailler en tout cas. L'autre grande source de données qu'on a pour le moment, c'est une étude qui est sortie il y a un peu plus d'1 an dans le Lancet, qui en fait a été réalisée par le GRAM et l'IHME. Donc, ces deux instituts qui sont des instituts épidémiologiques dont le rôle est une surveillance de divers indices épidémiologiques, y compris la résistance aux antibiotiques. Et donc, ils se basent sur le GBD, donc le Global Burden of Disease. Donc, en fait, ça, c'est un registre qui enregistre et qui garde et qui répertorie énormément de données sur des décès, des maladies dans plus de 200 pays au monde, avec le réseau GRAM, qui est un réseau coordonné par Oxford, avec différents centres dans beaucoup de pays du monde que vous voyez ici sur la carte. Et ils ont réussi à récolter des données d'hôpitaux, d'essais cliniques, de compagnies pharmaceutiques, de labos diagnostiques, mais aussi d'instituts de recherche et de réseaux de surveillance. Alors, pour essayer d'évaluer l'impact de la résistance en règle générale, donc pas forcément dans les pays à faible revenu, mais globalement, mais nous, forcément, on se focalise sur les pays à faible revenu. Ils ont imaginé 2 scénarios. Un scénario où toutes les infections avec des germes résistants sont remplacées par des infections à des germes sensibles. Et donc, ils appellent ça des
un impact attribuable à la résistance, et un autre scénario où toutes les infections avec des gènes de résistance sont remplacées par une absence d'infection. Et donc, ils appellent ça l'impact associé à la résistance. Donc, ils ont 12 syndromes infectieux majeurs, 23 bactéries, 18 molécules, 18 antibiotiques, 88 combinaisons bactéries-molécules dans 204 pays. Alors, ils font toute une modélisation informatique sur laquelle je vais passer. Je vous invite à lire l'article si vous voulez. Il y a plus de 100 pages de suppléments. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, ils divisent leur modélisation informatique en 5 composants. Donc d'abord, ils regardent l'importance du sepsis et de syndrome infectieux, et puis ils regardent le case fatality ratio, donc la fatalité de chacun de ces cas, puis ils regardent la distribution des pathogènes, puis ils regardent lesquels de ces pathogènes sont résistants, et puis enfin, ils regardent le risque relatif qui leur permet de répondre à leurs 2 scénarios. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus de 470 millions d'enregistrements dans plus de 7500 lieux d'études, donc c'est quand même vraiment vaste. Et alors, les seules données qui rentrent dans leur modèle, ce sont des données empiriques. Donc, ils ne vont jamais se baser sur des données qui sont déjà elles-mêmes modélisées. Ce qui est important de noter, c'est que la première étape, donc la base de leur modélisation, malheureusement, il y a beaucoup d'endroits qui n'ont pas envoyé de données du tout. Et par exemple, en Afrique du Sud, en Afrique subsaharienne, il y a 4 millions d'enregistrements, ce qui est quand même relativement peu comparé à l'Europe de l'Est, à l'Europe de l'Ouest, pardon, ou à l'Amérique du Nord. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Quand on voit donc dans ces données globales, par exemple, les Acinetobacter baumannii résistants au carbapénème ou les Klebsiella pneumoniae résistants au carbapénème, donc ça, c'est les données brutes, donc les données pour lesquelles, les pays pour lesquels ils ont des données qui sont voilà, des données qui sont empiriques. Et en bas, vous voyez, c'est les données modélisées. Donc, quand on compare les pays pour lesquels on a des données, on voit que ça a l'air d'assez bien corroborer. Et donc, leur processus de modélisation est probablement relativement fiable. Et ce qu'on voit déjà, ben donc pour les germes, en tout cas, soit les entérobactéries, soit les non-fermentants, avec des résistants à carbapénème, on voit que si le problème est surtout en Asie et en Amérique latine, mais qu'au niveau de l'Afrique subsaharienne, ces taux de résistance, de nouveau modélisés, ont l'air très faibles. Alors l'explication est probablement simple, c'est qu'il y a très peu d'utilisation des carbapénèmes dans ces régions-là. Par contre, quand on regarde par exemple le colis résistant au quinolone ou la Klebsiella pneumoniae résistant aux céphalosporines de 3e génération, là on voit que les cartes s'inversent un petit peu. Enfin, il y a toujours le problème en Asie, y compris en Russie et en Asie du Sud-Est, mais on voit que l'Afrique subsaharienne est beaucoup plus touchée parce que probablement ces antibiotiques sont beaucoup plus utilisés. En termes de données, donc pour ces morts attribuables ou associées à la résistance, on voit qu'au niveau mondial, ils estiment quand même qu'on a quasiment 5 millions de morts qui sont associés à la résistance en 2019 et plus d'1 million qui sont attribuables à la résistance. C'est-à-dire quand on compare des infections à germes résistants versus des infections à germes sensibles. Donc l'infection arrive dans n'importe quel cas. Ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est qu'on voit que la majorité, enfin, tous les endroits où ces morts attribuables à la résistance par 100 000 populations sont les plus importants, c'est en Afrique subsaharienne et puis en Asie du Sud-Est, donc dans les pays plutôt à faible revenu. Ce qui est quand même intéressant de noter, toutefois, c'est que quand on regarde, donc ça c'est sur leur site du Gram, donc c'est pas, ça vient pas de l'étude, mais c'est aussi sur un tableau du site du Gram. Quand on regarde la proportion, donc quand on regarde toutes les morts qui sont causées par des infections bactériennes, quand on regarde la proportion de ces morts associées à une résistance, on voit qu'en fait la proportion est la même en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est et dans les pays à haut revenu. Et donc en fait, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que la raison pour laquelle le taux de décès attribuable ou associé par 100 000 habitants sont plus élevés en Afrique subsaharienne, c'est surtout parce qu'il y a plus d'infections bactériennes et donc de décès liés par population. C'est pas qu'il y a proportionnellement plus de décès associés à des infections par des bactéries résistantes ou que ces infections sont plus mortelles. Donc ça, c'est quand même quelque chose à garder en tête. Et c'est un des premiers mais dans ce que je voulais discuter. Alors ça, c'était des données plus globales que je vous ai données. Bon, voilà, c'est les 2 sources de données les plus importantes qu'on a et en tout cas les plus robustes selon moi. Après, on a des exemples plus pointus. De nouveau, les pays du Sud, c'est très vaste, c'est difficile de parler de tous. Je pense que c'est intéressant, comme je vous l'ai dit, l'Inde, depuis qu'ils sont rentrés dans le projet GLACE, ils ont en fait énormément ils ont un réseau de surveillance assez performant. Et donc, ça, c'est leur rapport de 2021. Je me suis dit qu'on n'avait pas non plus parlé que de l'Afrique subsaharienne.
on voit que les germes qui sont principalement retrouvés, c'est les germes classiques, c'est les germes escape globalement. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on voit le taux de résistance, ça c'est les entérobactéries. En fait, ça c'est le taux de sensibilité, pardon. Et donc on voit que de manière globale, donc c'est ici à droite sur la diapo, on voit que les taux de sensibilité, par exemple, aux céphalosporines de troisième génération pour les entérobactéries sont dramatiquement bas. Donc, on est en dessous de 30% de sensibilité. Le méropenem, pour les entérobactéries, on est aux alentours de 50-60%. Quand on voit le Klebsiella, de nouveau, on est juste en dessous de 50% de sensibilité. Donc, un Klebsiella sur deux n'est pas sensible au méropenem et donc potentiellement à des carbapenémases. On voit que la tendance n'est pas bonne. Donc, la tendance est à la diminution. Pardon. La tendance est à la diminution. J'essaie de fermer. Je vais cliquer répondre en direct. Hop. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à fermer ce truc. Ah, voilà. On voit que la tendance est à la diminution. Donc ça, c'est la sensibilité. Donc la tendance est à la diminution, ce qui n'est pas forcément rassurant. Et alors forcément, ce qu'on voit, c'est qu'on a de plus en plus et de bêta-lactamase et de carbapénémase qui sont décrites. Avec voilà, des données, donc il faut surtout regarder les données vertes ici, donc voilà, des données quand même assez inquiétantes. De nouveau, ça c'est dans Klebsiella pneumoniae. On voit que par exemple, plus de 30% des Klebsiella pneumoniae ont des CTX-M1 et on est quasiment à 40% qui ont des OXA48 par exemple. Donc ça c'est quand même inquiétant. Donc l'autre exemple avec lequel je vais finir, qui est l'exemple duquel je voudrais le plus parler parce que j'ai travaillé là avec Bastien d'ailleurs, c'est l'exemple de Mayotte. Donc Mayotte, c'est assez intéressant parce que donc Mayotte, c'est une petite île qui appartient à la France, mais qui est entre Madagascar et le continent africain. Mayotte, je suppose que vous êtes au courant, c'est une île qui fait partie des Comores, mais c'est la seule île des 4 îles comoriennes qui fait encore partie de la France. Les 3 autres sont devenues indépendantes en 1970. Et donc, à Mayotte, il y a beaucoup de paradoxes. C'est à la fois une île magnifique dans l'océan Indien. C'est aussi une île très pauvre où il y a une énorme crise migratoire avec énormément de réfugiés comoriens qui viennent pour des raisons économiques ou médicales. Et donc, c'est assez intéressant comme environnement parce que, comme ça appartient à la France, il y a des moyens de diagnostic dans 2 pays, entre guillemets, à haut revenu, mais l'environnement global et la population se rapprochent plus d'une population d'un pays à plus faible revenu. Et donc ça, on voit par exemple que la densité d'habitants par kilomètre carré, on voit, elle est 6 fois plus importante qu'en métropole. Et alors, on voit qu'il y a quand même pas mal d'établissements sanitaires, mais le seul hôpital qui est là, c'est le CHM, donc le centre hospitalier de Mayotte, qui se trouve à Mamoudzou, dans la capitale. On voit que l'offre médicale est quand même nettement moindre que celle en métropole. Donc, quand on regarde, par exemple, le nombre, ça je vous ai résumé ici, c'est un hôpital de 235 lits, c'est le seul hôpital de l'île. Il y a 11 000 admissions par an, donc ça tourne quand même bien. Il y a 4 infectiologues quand même, mais seulement un microbiologiste et un hygiéniste. Quand on voit la densité, par exemple, de médecins par 100 000 habitants, on voit qu'à Mayotte, on est à 80, tandis qu'en métropole, on est à 300. Donc, on a quand même une offre médicale qui, bien qu'elle soit probablement supérieure à d'autres environnements similaires, est quand même nettement inférieure à l'offre médicale qu'on peut retrouver dans des pays à plus haut revenu. Et donc, ça, c'est toutes les différentes spécialités médicales que je vous ai décrites. Donc, ça, c'est la cour de l'hôpital. Et alors, très gentiment, Anaïk Mignot, qui est l'hygiéniste justement dont je viens de parler à Mayotte, m'a envoyé les données de 2022. Donc, j'avais les données de 2017 quand j'y travaillais. J'ai les données de 2022 maintenant. Et donc, on voit que le nombre de PMR qui ont été retrouvés sont en augmentation, clairement. Alors que le nombre d'admissions, comme l'hôpital est toujours à flux tendu, globalement, le nombre d'admissions, vu qu'ils n'ont pas rajouté de lits, ils n'ont pas poussé les murs, c'est plus ou moins le même. Donc, on peut dire que proportionnellement, on a plus de BMR retrouvés. Et d'ailleurs, on le voit que c'est dans 7,6% de toutes les admissions. On voit qu'il y a de plus en plus de BMR qui sont retrouvés chez des patients réfugiés, donc de Comores ou d'Afrique. Par contre, on voit que le pourcentage de BLSE dans tous les germes multirésistants est en diminution, mais c'est au profit des CPE. Donc les CPE sont passés de 2,5% à 6,3% en 5 ans, donc il y a une nette augmentation des CPE. Parce que quand on regarde le pourcentage de BLSE de toutes les souches isolées, donc pas seulement des MDR, là, on est en augmentation assez claire. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que le MRSA est en diminution. Et donc, à Mayotte,
où on a un endroit, où on a un environnement, je dirais plutôt de pays à plus faible revenu, mais avec des moyens diagnostiques qui permettent justement de diagnostiquer des carbapénémases, des bêta-lactamases, on voit que le problème est en expansion et que le taux de résistance est de plus en plus important. Alors, comme exemple, on a par exemple eu une épidémie d'acinetobactères résistants au carbapénème en mars 2019. Et donc, on voit qu'on a quand même eu 32 patients avec 18 sur les 32 étaient d'une infection, le reste était des colonisations, mais donc c'était quand même beaucoup, beaucoup de patients. 7 sur 18 sont décédés, donc 39% quand même, ce qui est quand même vraiment élevé. Et en fait, beaucoup d'entre elles avaient, donc celui que j'ai encadré, c'est le patient dont je vous ai parlé au début, beaucoup d'entre elles avaient cette coexistence entre NDM1 et LOXA23. Donc c'est un problème clairement d'actualité et qui se retrouve à Mayotte et donc potentiellement dans d'autres pays relativement similaires. Ça, c'est une autre épidémie qui a été décrite à Mayotte, qui était d'entérobactères cloaqués résistants à la colistine et producteurs de DIMI1, donc une autre carbapénémase. Donc là, c'est 17 patients en 2 ans. C'était que des colonisations, c'était surtout détecté à admission, ce qui était quand même assez intéressant et inquiétant dans un principe et plutôt une optique de One Health, c'est qu'aucun patient n'avait été hospitalisé dans les 6 mois précédents. Et aussi, il n'y a pas d'utilisation de carbapénème aux Comores. Or, c'était principalement des patients comoriens. Et donc, il doit y avoir un portage environnemental de ces carbapénémases. Et donc, de nouveau, dans un environnement dans lequel on a des moyens de surveillance efficaces, on voit que ce problème est bien présent et est probablement en augmentation. Alors, quelles sont les causes de cette résistance, justement, dans les pays à plus faible revenu? Il y en a beaucoup. Là, de nouveau, j'ai pas envie de faire de jugement de valeur, voilà, et de préjugés parce que je n'ai pas, entre guillemets, assez d'expérience pour ça. Mais ce qu'on peut probablement dire, c'est que les causes principales, c'est les problèmes de consommation d'antibiotiques et de stewardship à cause de la disponibilité des antibiotiques, la distribution, parfois peut-être des prescriptions effectivement inadaptées par manque de moyens diagnostiques, et c'est mon point suivant, et une surveillance qui soit insuffisante. Il y a probablement aussi des problèmes au niveau de l'hygiène, du contrôle infectieux. Et alors, il y a aussi effectivement la vaccination qui peut quand même, de manière directe ou indirecte, réduire le taux de résistance aux antibiotiques, qui est probablement insuffisante. Alors, comme exemple pour ce stewardship, j'ai pris l'exemple de la ceftriaxone. Donc, vous êtes probablement au courant que l'OMS a classé les antibiotiques selon la classification AWARE, donc les antibiotiques Access, qui sont les antibiotiques de choix, donc souvent à spectre étroit pour les 25 infections les plus fréquentes. Puis on a les antibiotiques d'importance critique, ça c'est WATCH, donc ça c'est y compris la ceftriaxone, et puis les antibiotiques Reserve qui sont le dernier recours. Et donc on voit, quand on est dans le GLAS, on voit que la ceftriaxone dans énormément de pays, surtout des pays d'Afrique subsaharienne et des pays d'Amérique latine, elle est utilisée en première intention. Et quand on regarde, par exemple, ça c'est une revue récente de 15 études en Afrique subsaharienne, sur la prescription appropriée d'antibiotiques. On voit que seulement 43% de ceftriaxone qui avaient été prescrites étaient prescrites de manière appropriée, tant au niveau de l'indication qu'au niveau des doses et des durées. Et donc, en conclusion, quelles données nous manquent? La majorité, mais on a quand même des données brutes qui sont incomplètes, forcément, mais inquiétantes. Et les projections, donc les modélisations, ne sont pas beaucoup mieux. En Afrique subsaharienne, on a surtout des BLSE plus que des CPE. Comme je l'ai dit, en Asie du Sud-Est, on a une CPE en augmentation inquiétante, en tout cas en Inde, mais aussi dans d'autres pays d'Asie plutôt du Sud-Est. Les causes principales, je viens de le dire, c'est la consommation d'antibiotiques, le stewardship, le manque de surveillance, problème potentiellement d'hygiène et de contrôle d'infection. Mais, il y a un mais, c'est que, les pays du Sud, c'est très vaste. Donc, c'est probablement presque une centaine de pays. On ne peut pas généraliser comme ça à tous ces pays-là. Les nombres sont très faibles, comme je l'ai montré, et donc il y a des biais. Un autre biais dont je n'ai pas encore parlé, c'est que c'est essentiellement des peu de données qu'on a, c'est des données souvent de centres secondaires ou tertiaires. On a très peu de données de première ligne. Or, par exemple, la ceftriaxone est souvent utilisée en première ligne parce que c'est facile à utiliser, on la donne en intramusculaire, et puis on doit pas la répéter tellement souvent. Et donc, on a très peu de données quasiment inexistantes pour la première ligne. Donc ça, c'est quand même un biais important. Le projet GLAS, avec le réseau de surveillance, les réseaux de surveillance nationaux, est vraiment prometteur. Et donc, on espère que dans les années qui viennent, on aura quand même beaucoup plus de données. Et comme je l'ai dit, on n'a pas non plus proportionnellement plus de morts par des infections à des germes multirésistants. Et donc, voilà, il ne faut pas non plus toujours complètement noircir le tableau.
Voilà, je vous remercie. Et ça, c'est mon adresse email en bas. Si vous avez des questions, des envies de discuter ou quoi que ce soit, faites-vous plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Martin, pour ce très beau panorama. Je vais tout de suite prendre, il y avait deux questions. Euh, Deux questions dont tu as un petit peu parlé. Mais est-ce que tu sais, en 2023, le nombre de pays d'Afrique subsaharienne francophone qui ont des programmes de lutte contre la résistance aux antibiotiques, aux bactéries résistantes, les RAM, et pour lesquels on dispose de ces données? Alors, probablement relativement peu. Donc, je vais repartager mon écran, en fait. Parce que, donc, quand on regarde la carte, justement, des glaces, vous voyez mon écran, là? Oui. Ouais. Quand on regarde la carte, justement, des glaces, on a quand même maintenant beaucoup plus de pays, mais ça, c'est s'ils envoyaient voilà, une infection bactériologiquement confirmée. On a quand même de plus en plus de pays. Donc en mauve, c'est des gens, ça c'est des pays qui ont envoyé des données pour la résistance, sur la résistance aux antibiotiques. En bleu, c'est ceux qui ont envoyé également pour la consommation d'antibiotiques. Et donc on voit qu'on a quand même de plus en plus. Donc, il y en a quand même encore qui manquent. Probablement que les données, il y a peu de données envoyées, mais il y a quand même de plus en plus de pays qui participent, qui ont au moins un centre de référence national. Quand on regarde ici, en tout cas dans cette étude-là, c'était surtout des pays d'Asie, mais on a quand même, en tout cas à ce niveau-là, de plus en plus. Et si on va sur le tableau, on peut regarder, donc je ne connais pas le détail de chacun des pays, mais de plus en plus de pays sont enrôlés. Et je pense que de ce que j'ai compris, et en fait, c'est une présentation que j'avais faite à l'ECMID, que j'ai fait à l'ECMID il y a quelques mois. Et quand j'en discutais avec des gens qui travaillaient à l'OMS, ils me disaient qu'honnêtement, ça s'emballait pas mal et qu'il y avait de plus en plus de gens et de plus en plus de pays qui y travaillaient et que donc c'était un espèce d'effet boule de neige. D'accord. Il y a une question qui complète un peu celle-là et tu y as aussi un petit peu répondu, c'est quelles données on a sur la disponibilité des antibiotiques. Ça, c'est un peu le programme AWARE qui s'en occupe. Ouais. Et tu l'as évoqué, mais c'est vrai que il y a vraiment la question des capacités de diagnostic des BMR à l'échelon. Là, c'est une question sur l'Afrique francophone, l'Afrique subsaharienne francophone. Et puis, il y a une Ouais. dernière question sur des guides de prescription antibiotique. Et ça, j'en parlerai parce que j'en parlerai un petit peu. Et puis, Bastien aussi. C'est ce que tu sais, toi, la disponibilité s'il y a des Alors, données fiables sur la disponibilité des antibiotiques et sur l'existence de guides de prescription. alors, non, pas de nouveau. Le problème, c'est qu'en fait, forcément, quand je parle des données qui nous manquent en termes de résistance aux antibiotiques, forcément, les données de disponibilité des antibiotiques, ce serait étonnant qu'on ait beaucoup de données sur les disponibilités des antibiotiques, mais pas beaucoup de données sur la résistance. Donc, c'est un problème global de manque de données. Il y a quand même pas mal d'études plus ponctuelles. Donc, par exemple, études dans un centre tertiaire en Ouganda, donc, où on voit qu'effectivement, la disponibilité des antibiotiques est un problème majeur. Et la preuve, c'est que par exemple, on a très très peu de carbapénème dans toute l'Afrique subsaharienne, simplement parce que c'est pas disponible. Et la raison pour laquelle on utilise la ceftriaxone de manière si importante, c'est parce qu'elle est disponible, elle est peu chère, elle est facile à utiliser. Et donc, voilà, il y a clairement, on n'a pas de données de nouveau globales et très robustes, mais on peut sans trop de risques dire qu'il y a un problème de disponibilité aux antibiotiques et il y a un problème de capacité de diagnostic, clairement. Ça, je veux dire, on l'a vu dans cette initiative de l'African CDC, quand on voit que 1% de tous les labos font des tests antibiotiques, on voit qu'il y a énormément d'espace pour s'améliorer, mais ça demande voilà, des infrastructures, du financement, du personnel formé. Alors, il y Voilà. Et avait donc, la Bastien qualité des... Ouais, pardon. Bastien avait levé la main, donc Bastien, si tu veux. Mais c'est sur la qualité des antibiotiques et ça, c'est un très bon lien justement aussi avec le réseau des soignants, des personnes vivant avec le VIH. Dans On le t'entend sens pas que... très bien, Bastien. Il faut que tu parles un peu plus fort ou que tu mettes ton micro devant ta bouche. Là, c'est mieux. Voilà.
Ouais, un petit Non, peu. mais c'est un très bon lien, surtout avec le public, qui est un réseau pour les patients infectés par le VIH, dans le sens que toutes les centrales d'achat pharmaceutique, tout ce réseau-là, c'est vrai qu'il est hyper complexe, particulièrement en Afrique, où en fait, il y a plein de réseaux de fournisseurs de médicaments qui s'entrecroisent avec différents bailleurs, avec des filières de médicaments fiables ou moins fiables, des médicaments retrouvés sur le marché ou dans les hôpitaux ou ailleurs. Et faire la part des choses n'est pas évidente. Il y a eu beaucoup de structuration de fait justement autour des ARV. Et donc, pourquoi pas s'en inspirer pour avoir des filières plus fiables sur les antibiotiques. Et par ailleurs, ce qui est conseillé dans la pyramide sanitaire, c'est de réserver les dernières classes d'antibiotiques plutôt à l'échelon de l'hôpital régional ou du CHU, qui va disposer plus facilement de microbiologie pour voilà, épargner. Et, en tout cas, c'est à la fois dommage qu'il n'y ait pas accès au carbapénème partout, et en même temps, c'est ce qui prévient le risque d'émergence des carbapénémases, le fait de ne pas y avoir accès sans le diagnostic microbiologique. Donc, Tout à fait. en tout cas, cette structuration, vraiment, probablement tirer des vrais enseignements de ce qui a pu être fait pour le VIH pour maintenant implémenter l'accès aux antibiotiques là-dessus. Et sur les guidelines, il y avait un travail fait par une collègue, alors ce qu'il a d'il y a 5 ans, il y avait peu de pays qui avaient des guidelines, mais après, en fait, il y a avoir guidelines et avoir des guidelines adaptés. Et copier-coller des guidelines européennes ou américaines à la situation, c'est bien, mais c'est vrai que souvent, ça ne va pas être suffisant et ça va vraiment dépendre du taux de résistance locale qui va permettre de se dire, bah, en antibiothérapie probabilise pour telle infection, on utilise ça ou ça. Et ça, tant qu'on n'a pas les données microbio, on ne pourra pas arriver à faire des guidelines adaptés pour les pathologies les plus fréquentes, avec les antibiotiques disponibles et avec l'épidémiologie locale. Très bien. Dans les questions, il y avait les données sur la qualité des antibiotiques dans les pays d'Afrique subsaharienne. Tu l'as évoqué un petit peu, hein, mais moi, j'avais eu la chance d'aller faire une mission au Togo sur ces thématiques-là. Et c'est une vraie préoccupation. Et je sais qu'il y a des initiatives, en tout cas, des réflexions à l'échelle plus régionale d'Afrique de l'Ouest pour monter au moins un laboratoire qui est capable d'analyser la qualité des antibiotiques. Et effectivement, la multiplicité des systèmes d'approvisionnement qui ne sont pas si nombreux que ça. En fait, il y a vraiment le système, en tout cas pour le Togo, le système officiel avec des importations via des voies légales, des grossistes répartiteurs, un grossiste répartiteur étatique et puis des grossistes répartiteurs privés qui ensuite alimentent soit les établissements publics, soit les établissements, les pharmacies officinales, que ce soit des établissements privés ou de ville. Et puis après, il y a tout ce qui est un peu plus informel avec le poids des visiteurs médicaux qui vont dans les petits centres de santé apporter les antibiotiques parce que ça facilite la vie des centres de santé, mais du coup, il y a un lien avec le visiteur médical du laboratoire de la molécule. Il y a toutes les cliniques informelles, voire illégales, qui elles-mêmes s'approvisionnent en antibiotiques. Et il y a la question qui est finalement des questions plus politiques de contrôle des frontières, ou quand c'est pour l'exemple du Togo, quand c'est des frontières maritimes, c'est plus simple parce qu'il y a le port ou l'aéroport. Mais quand c'est des frontières terrestres très étendues sur des pays peu peuplés avec un système de contrôle plus difficile à mettre en place, et ben c'est très compliqué de surveiller l'importation de faux médicaments ou de médicaments partiellement équivalents à ce qu'on en attend. Il y avait une question également sur quelles sont les mesures les plus actualisées pour faire face à la résistance multiple des bactéries aux antibiotiques. Et ben ça, on va essayer d'en parler un petit peu dans les topos suivants. Et si je me fie à mon planning, on est pile poil dans le timing pour que Martin repasse la main. Je vous fasse ouais. Mais donc, tu t'es déjà un petit peu présenté, mais donc je pense que probablement beaucoup de gens
te connaissent déjà. Donc, le docteur Alexandre Bleptreux est infectiologue à la Pitié, à PHP Sorbonne à Paris. Il est quand même référent anti-infectieux et coordonne l'équipe d'infectiologie transversale et le CRIOAC à la Pitié. Et comme certains de vous le savent probablement, il s'intéresse particulièrement aux nouvelles stratégies de traitement antibactérien antibiotique, antibiotiques et autres, c'est-à-dire parfois les phages et la transplantation fécale, qui je pense est aussi un de tes sujets de prédilection, mais là tu vas nous parler de choses plus universelles, comme ton titre l'indique. D'accord. Merci beaucoup. Il y a la question, enfin le topo, c'est les règles de bon usage sont-elles universelles? Point d'interrogation. Et puis, du coup, on va commencer avec le petit sondage que je vous ai proposé. Le premier, c'est si on doit définir, qu'est-ce que pour vous est le bon usage des antibiotiques? Donc, il y a plusieurs réponses vraies possibles. Le bon usage des antibiotiques, c'est ne traiter que les infections bactériennes. C'est traiter le patient jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. C'est ne pas prendre de risques pour mon patient et donc lui donner la molécule la plus puissante possible. C'est de ne jamais prescrire de molécules à large spectre, type carbapénem, pour protéger la communauté et la planète, ou est-ce que c'est compliqué? Donc, le sondage est ouvert pour la première question. Normalement, vous voyez aussi la deuxième question. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'une désescalade thérapeutique quand on parle de bon usage des antibiotiques et de gestion de l'antibiothérapie? Est-ce qu'une désescalade thérapeutique, ça peut être de passer d'une voie intraveineuse à une voie orale? Est-ce que c'est d'utiliser un antibiotique de spectre antibactérien plus étroit une fois qu'on a récupéré l'antibiogramme? Est-ce que c'est d'arrêter une bithérapie? Est-ce que c'est de baisser la dose du traitement que j'administre une fois que mon patient va mieux? Et enfin, est-ce que ça peut être de réduire les durées d'antibiothérapie? Je vous laisse un petit peu de temps parce qu'il du coup, il y a deux questions d'affilée. On voit que les répondants, le taux de réponse augmente progressivement. On est après cette première demi-heure, grosse demi-heure, on est 96 sur ce 15e afranium, ce qui est bien. Il y a eu des gens qui nous ont rejoints en cours de route, donc on est ravis de vous accueillir. Là, quand on sera à 50% de répondants, je clôturerai. Allez, on y est, on va clôturer. Donc, ces questions, on va les aborder, mais pour aller très rapidement, effectivement, le bon usage des antibiotiques, c'est d'utiliser les antibiotiques quand on en a besoin et donc essentiellement pour traiter, enfin, uniquement pour traiter des infections bactériennes, puisque c'est la cible des antibiotiques. Ne jamais prescrire d'antibiotiques à large spectre pour protéger la communauté, c'est une forme de bon usage, mais à l'échelon populationnel. Mais pour un patient donné, ça peut être dangereux. Et ça va avec la proposition juste au-dessus. Finalement, pour moi, les deux bonnes réponses étaient de ne traiter que les infections bactériennes. Et puis, c'est compliqué. Et les trois propositions intermédiaires, effectivement, c'est compliqué. C'est moins facile de répondre par oui ou par non. Pour la désescalade thérapeutique, on est globalement d'accord. Les bonnes réponses, c'est passer de la voie IV à la voie orale, utiliser un spectre un antibiotique de spectre antibactérien plus étroit, arrêter les bithérapies quand on n'en a pas besoin, réduire la durée des antibiotiques et baisser la dose. Globalement, quand on utilise des doses standards, non, ça, c'est pas du bon usage, c'est plutôt du mésusage. Par contre, quand on a été amené à faire des doses élevées initialement
en traitant à plus forte posologie que la posologie standard. Quand le patient s'améliore, ça peut se discuter de repasser à une posologie standard. Donc, c'est à la fois globalement pas vrai, mais dans certaines situations, ça peut être aussi une forme de bon usage. J'ai la main pour passer les diapos. Oui. Et du coup, toi, tu as la main. Super. Voilà. Bon, ça, c'est quelque chose que vous connaissez tous, hein, mais faut se rappeler qu'on découvre la pénicilline en 1928, que les premiers essais cliniques avec cette pénicilline et avec les antibiotiques, c'est 1941, et que en France, en tout cas, en 1940, les infections bactériennes, c'était la première cause de mortalité en France. À partir de 1945, il y a la commercialisation des premiers antibiotiques, et aujourd'hui en France, les causes infectieuses sont responsables de 2% de la mortalité. Un traitement antibiotique, c'est à la fois bénéfique, puisque c'est un traitement qui permet d'éliminer les bactéries responsables des infections. Et avec la vaccination, les antibiotiques sont les deux molécules thérapeutiques, enfin les deux classes thérapeutiques qui ont sauvé le plus de vies et qui sauvent le plus de vies de toute l'histoire de l'humanité. Donc ça a un effet bien évidemment bénéfique. Son risque ou son revers de la médaille, c'est que quand on traite une infection bactérienne avec un antibiotique, l'antibiotique ne s'arrête pas aux bactéries qui sont uniquement dans le foyer infectieux, mais il va y avoir un impact sur l'ensemble des bactéries que notre organisme héberge, puisque vous savez qu'on est dans notre organisme, on a plus de cellules bactériennes que de cellules humaines. C'est ce qu'on appelle le microbiote, qui peut être un microbiote digestif, pulmonaire, cutané. Et l'exposition répétée de nos microbiotes à des antibiotiques va entraîner l'émergence de résistance au sein de nos populations bactériennes. Ces bactéries qui ont des mécanismes de résistance, lorsqu'elles sont exposées à une antibiothérapie, eh bien, elles ont un avantage sélectif. Si on se base sur les concepts de l'évolution darwinienne, et cet avantage sélectif, une fois que l'antibiotique disparaît et que la niche écologique a été complètement modifiée, eh bien, cet avantage sélectif va faire que la bactérie résistante à persister va envahir la niche, voire peut transférer sa résistance à d'autres bactéries. Finalement, si on résume ça à l'échelle d'un patient, on a une infection à bactéries sensibles, on lui administre une antibiothérapie en première ligne. Cette antibiothérapie de première ligne va avoir un impact et faire émerger des bactéries résistantes au sein de ses flores. Et puis, s'il n'a pas de chance, il va faire une deuxième infection qui peut être avec cette bactérie multirésistante que nous avons sélectionnée. Du coup, on lui administre des antibiothérapies de seconde ligne ou de recours qui peuvent être associées avec de l'émergence de bactéries qui deviennent cette fois-ci hautement résistantes, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive à une situation qui fait peur à tout le monde et qui est celle décrite par les travaux du Lancet en 2050, où on serait dans une ère post-antibiotique où la majorité des bactéries ne seraient plus sensibles aux antibiotiques. Alors, comment on peut lutter contre ça? D'une part, le meilleur moyen de ne pas mal utiliser les antibiotiques, c'est de ne pas avoir besoin de les utiliser et donc de prévenir les infections. Et ça, c'est les règles d'hygiène individuelle et collective, l'assainissement des eaux, le contrôle de la production d'alimentation, la vaccination, l'hygiène en centre hospitalier, et puis également diminuer les consommations d'antibiotiques. Pas diminuer parce qu'il faut diminuer, mais diminuer parce que probablement qu'on en utilise beaucoup trop sans raison valable. Et ce travail a été estimé en France, en tout cas. 80% des antibiothérapies humaines sont prescrites en ville, 20% dans les établissements de santé, dont seulement un tiers des patients sont hospitalisés. Et quand on regarde l'adéquation des traitements antibiotiques de ces patients dans les établissements de santé, en fait, il y a un tiers des prescriptions qui sont inutiles,
il n'y avait pas besoin d'antibiotiques. Un tiers qui sont inappropriés. Inappropriés, ça veut dire que oui, il y avait besoin de mettre un antibiotique, mais soit on traite trop longtemps, soit on ne donne pas la bonne posologie, soit on n'utilise pas la bonne molécule. Et finalement, il n'y a qu'un tiers de ces prescriptions qui cochent ces 3 cases, c'est-à-dire bonne molécule, à la bonne posologie, pendant la bonne durée. Alors, le bon usage, c'est l'ensemble des pratiques qui ont pour but de promouvoir l'utilisation optimale d'une ressource, quelle qu'elle soit. Mais le bon usage, ce n'est pas simplement les pratiques, c'est aussi le but final. Et ce but final, il peut être individuel, bien utiliser mon antibiotique face à l'antibiotique que je vais utiliser pour mon patient qui a telle infection. Et ça, on verra, c'est le maniement des antibiotiques. Et puis, il y a le but final collectif qui va être d'optimiser l'effet de la ressource, donc optimiser l'efficacité des antibiotiques au sein d'une population, de limiter l'impact de l'utilisation de cette ressource sur son efficacité ultérieure, et puis éviter également le tarissement de la ressource. Et le tarissement de la ressource pour l'antibiothérapie, c'est le fait que si on ne fait rien, on risque de se retrouver à une phase où on n'aura plus aucun antibiotique actif pour traiter nos patients. C'est une vision cauchemardesque qui sert aussi à nous faire réagir, mais c'est un peu ça l'idée du bon usage, et c'est vrai pour les antibiotiques, mais ça peut être vrai pour n'importe quelle ressource, que ce soit de la thérapeutique ou des besoins vitaux comme la nourriture, l'eau, l'oxygène et autres. Une infection bactérienne, qu'est-ce que c'est? C'est un patient qui a un terrain, qui a une infection dans un site anatomique lié à une bactérie qu'on va essayer de traiter avec un antibiotique le plus adapté possible. Et tout ça se passe dans un environnement global, un pays, une région, un continent, un établissement de soins ou un patient ambulatoire. Et si on regarde sur quoi on peut jouer, le terrain, finalement, c'est la santé populationnelle, la santé de la population, sa couverture vaccinale, son état de santé, son accès, sa capacité à accéder à le système de soins. Connaître la bactérie, ça va être quels sont les moyens bactériologiques qui sont à la disposition dans mon environnement. L'antibiotique, va y avoir le choix de la molécule, mais il y a aussi, pour choisir, il faut encore pouvoir choisir, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette disponibilité en termes de diversité de molécules. Le lieu, il impacte beaucoup parce que si vous prenez les recommandations pour une infection donnée entre la France et les États-Unis, les recommandations ne sont pas les mêmes parce que l'épidémiologie bactérienne n'est pas la même non plus. Et donc, tout n'est pas transposable partout. Et enfin, le site infectieux, quand on a de la fièvre, il n'y a rien de moins spécifique que la fièvre. Ça peut être tout aussi bien une pyélonéphrite qu'une infection intra-abdominale, qu'une pneumopathie ou qu'une septicémie. Et donc, on a besoin de moyens diagnostiques pour pouvoir affiner notre diagnostic, pour lequel bien souvent la clinique seule ne permet pas d'être le plus efficient possible. Alors, les grands pôles du bon usage à l'heure actuelle, c'est la limitation des initiations des antibiothérapies, la limitation des durées de traitement, limiter les examens inutiles qui vont éventuellement nous pousser à traiter par excès parce qu'on a demandé un examen, il revient positif et donc il faut traiter, et puis la prévention des infections. Idéalement, si vous voulez organiser une équipe de bon usage d'antibiotiques au sein d'un établissement, c'est une équipe qui est multidisciplinaire, qui va servir à faire le lien avec les organismes, la direction de l'établissement, le directoire, et il doit associer des pharmaciens, des spécialistes dans le management des infections, qu'ils soient infectiologues ou autres, des cliniciens spécialisés d'autres organes, mais qui sont sensibilisés, qui sont des leaders d'opinion locaux pour aider à utiliser correctement les antibiotiques quand on est orthopédiste. On a une expertise en infection orthopédique, moins peut-être en infection urologique, mais c'est important d'avoir aussi des gens
impliqués dans cette vision et dans cette prise en charge. Et puis, effectivement, faire du bon usage des antibiotiques si on ne sait pas contre quoi on se bat, c'est très compliqué, voire impossible. Et donc, on a besoin de la biologie et de microbiologistes avec qui on peut échanger. Sur quoi on peut influer une fois qu'une décision d'antibiothérapie se pose? Déjà, c'est quand est-ce qu'on utilise les antibiotiques, quelles molécules on utilise, quelle séquence thérapeutique on va proposer, quelle posologie, quelle voie d'administration, pendant combien de temps, quand est-ce que j'évalue l'adéquation de mon traitement à la situation de mon patient, et puis quels paramètres de mon patient vont imposer que je ne fasse pas simplement ce qui est dans les guidelines, mais que j'aille faire une antibiothérapie un peu plus personnalisée. Quand utiliser une antibiothérapie, c'est quand il y a une infection bactérienne. Là, il y a deux grandes situations. La prescription probabiliste, c'est-à-dire que j'ai un patient qui a un tableau fébrile, je suspecte une infection, il a un terrain particulier, je pense qu'il a une infection à tel site, et je sais que les infections dans ce site-là, c'est majoritairement tel type de bactéries. Et je vais faire un pari en utilisant une molécule qui couvre le maximum des causes des bactéries responsables de cette infection. L'autre grand cadre de prescription, c'est on a un patient qui a eu un tableau, on lui a fait des prélèvements microbiologiques et on a des résultats qui viennent. Il y a une identification de bactéries, plus idéalement un antibiogramme. On va interpréter l'antibiogramme et choisir la molécule la plus adaptée possible. Quelle molécule on va utiliser? Quand on est en situation de prescription probabiliste, c'est toutes les connaissances livresques et puis d'expérience qu'on va avoir acquis qui sont basées sur le terrain de notre patient et sur le site infectieux. Et ça, c'est des choses que vous connaissez parfaitement. Entre un patient qui a une neutropénie de courte durée et qui a probablement une infection pulmonaire et un patient qui est en réanimation et qui a probablement une infection sur cathéter, ce n'est pas du tout les mêmes types de bactéries qu'il va falloir cibler et donc notre choix de molécules ne sera pas le même. Quels antibiotiques sont disponibles dans votre pays? Et ça, c'est très important de savoir. On avait regardé ça quand on était au Togo. Il y a effectivement cette classification entre des molécules entre Access, Watch et Réserve. Et c'est important de savoir quelles sont les molécules disponibles dans les circuits officiels, d'appliquer ces classifications internationales sur les molécules. Et puis, quand on lance un programme de bon usage, de recenser les molécules présentes dans le CHU, dans les centres de santé environnants et puis dans les postes de soins avancés. Et puis, savoir aussi que, oui, les molécules les plus récentes ne sont pas forcément disponibles facilement, mais à peu près partout, si on a des moyens financiers, on peut importer des molécules, même les plus récentes, partout dans le monde. La séquence thérapeutique, alors je suis désolé, il manque des lettres, elle dépend aussi de l'environnement dans lequel. Si on n'a aucun moyen de faire de diagnostic bactériologique, et finalement notre traitement, ça sera toujours un traitement probabiliste. Et on mettra une molécule et probablement qu'on n'en changera pas jusqu'à ce que le patient aille mieux ou pour la durée qu'on a fixée. Moi, dans mon hôpital, la chance que j'ai, c'est que quand un patient arrive, on fait un traitement probabiliste d'attaque avec ce raisonnement terrain, localisation d'infection. Et puis, on a des premiers résultats microbiologiques ou de bilan biologique ou de portage rectaux. Et on va arriver dans le probabiliste orienté où finalement, on a peut-être mis 2 molécules très larges au début et puis le patient s'améliore un peu et on se dit finalement, une des 2 molécules, elle n'est pas justifiée parce qu'on a un premier résultat qui n'est pas complet. On arrête une des 2 molécules et puis une fois qu'on a l'antibiogramme complet, on s'adapte. Et là, effectivement, on peut faire du bon usage tel qu'il est décrit majoritairement dans les cours, tel qu'il est décrit dans les topos internationaux et dans les études. Le vrai problème, c'est quand on n'a pas tous les moyens, comment on met en place des stratégies de bon usage. Et puis enfin, il y a, quand on a de la biologie,
mais pas de possibilité d'avoir des réponses très rapides. On est obligé d'attendre l'antibiogramme ou le résultat définitif. Et là, on a un traitement probabiliste qu'on va laisser jusqu'à ce qu'on ait notre traitement, notre antibiogramme et passer à notre traitement adapté. Quelle posologie? Et ça, c'est des choses aussi qui rentrent dans le bon usage. Est-ce que je prescris en grammes par jour, comme c'est écrit dans les monographies pharmaceutiques, ou est-ce que je prescris adapté à mon patient en grammes par kilo par jour? Mais ça veut dire qu'il faut avoir la possibilité d'avoir une gamme de grammage de molécules suffisante et que la ressource n'est pas un problème. Est-ce que j'administre cette posologie en 1 fois par jour, en 3 fois par jour, en plus de 3 fois par jour, en continu ou discontinu? Ça va dépendre du type d'infection, ça va dépendre de la molécule et ça va dépendre des ressources que l'on a. Et puis, l'administration de mon antibiotique, est-ce qu'elle est quotidienne? Est-ce qu'elle est alternée, un jour sur 2, un jour sur 3? Est-ce que c'est hebdomadaire? Est-ce que c'est mensuel? On sait que maintenant, on a des molécules qui peuvent être de longue durée d'action. Et donc, tout ça, ça rentre dans la posologie, c'est le grammage et le rythme d'administration. Quelle voie d'administration? On a l'intraveineux, qu'il soit périphérique ou avec un cathéter central, l'intramusculaire, le sous-cutané, le péros. Et ça va aussi impacter sur la bonne utilisation de nos antibiotiques. Certaines molécules sont très efficaces quand on les met par voie intraveineuse, mais sont très mal absorbées par voie orale. Et donc, c'est pas parce qu'on continue de prescrire la même molécule qu'elle a exactement la même efficacité. Ça va être la biodisponibilité de la molécule. On sait que si on administre une molécule par voie intraveineuse à l'hôpital, on a probablement une observance plus importante que des prescriptions de comprimés à domicile. Il y a les questions de tolérance, d'efficacité aussi qui peuvent rentrer en jeu, et puis des risques associés aux soins, parce que maintenir une perfusion 2 semaines, 3 semaines, 1 mois ou plus chez un patient, c'est forcément plus de risques d'infection associés aux soins qu'un traitement administré par voie orale. Fixer une durée, c'est important. Tout a un début et tout a une fin. Un traitement doit être prescrit pour un temps précis et on doit évaluer l'efficacité à différents moments chronologiques. Et poursuivre une antibiothérapie sans raison documentée et objective, finalement, c'est du gâchis de la ressource. Un des meilleurs exemples, c'est cet essai thérapeutique qui avait été réalisé en réanimation où ils avaient comparé 8 jours d'antibiothérapie versus 15 jours d'antibiothérapie chez des patients ventilés atteints de pneumonie acquise sous ventilation mécanique. Et ce qu'ils ont montré, c'est que on ne gagnait pas en termes de survie à prolonger le traitement pendant 15 jours. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Et donc, si 8 jours font aussi bien de 15 jours, pourquoi administrer 15 jours? Et donc, ça, c'est toute l'évolution à l'heure actuelle de raccourcir les durées d'antibiotiques qui sont basées sur le fait de faire des études qui montrent que diminuer la durée de traitement ne modifie pas la probabilité de guérir et de survie de nos patients. C'est beaucoup plus cet argument-là, c'est-à-dire de ne pas gâcher la ressource, que les considérations de chaque jour d'antibiotiques en plus. Quel est son risque d'émergence de résistance? Ça, c'est très difficile à calculer. Par contre, pas gâcher de ressources. La réévaluation de nos traitements, c'est à J3. Dès qu'on a introduit un traitement, à 3 jours, on se pose la question, est-ce qu'on arrête l'antibiotique si on sait que notre infection n'est pas une bactérienne? Est-ce qu'on adapte notre antibiothérapie en fonction de l'antibiogramme? Est-ce qu'on passe à une monothérapie si initialement on avait une multithérapie ou une bithérapie? Est-ce qu'on passe à une voie orale quand initialement c'était par voie intraveineuse? Et puis ça se réévalue aussi à J7 parce que 80% des infections bactériennes ne nécessitent pas de plus de 7 jours de traitement. Et si on dépasse 7 jours de traitement, il faut qu'on se pose la question de pourquoi, et il faut que ça soit tracé dans le dossier, et il faut vraiment se poser la question de pourquoi je fais plus que 7 jours. Et puis réévaluer l'efficacité de notre traitement en fin de traitement, c'est important pour s'assurer que, le patient a guéri, qu'il y a eu une bonne observance du traitement et qu'il y a eu une bonne tolérance si jamais il devait faire une nouvelle infection, qu'on puisse lui administrer de nouveau cette molécule. Adapter ma prescription à différents paramètres de mon patient.
il y a des paramètres qui sont importants. La fonction rénale, un patient qui va être hyperclérant, qui a des reins qui fonctionnent trop, et ben ça risque d'introduire des sous-dosages parce que le patient va éliminer trop rapidement notre antibiotique. Et donc là, il faut peut-être augmenter la posologie. Chez l'insuffisant rénal, au contraire, eh bien, il faut adapter, soit baisser la dose pour essentiellement les médicaments qui vont être temps dépendants, soit allonger l'espace entre les doses pour les médicaments qui vont être concentration dépendants. Et le meilleur exemple, c'est les aminosides, où on va espacer nos administrations chez les patients insuffisants rénaux. Je vous ai mis là des captures d'écran. Vous pouvez retrouver sur le site de la SPILF, infectiologie.com, tout un tas de recommandations, de topos, tout est en accès libre. Et le lien vers ce site-là, qui jusqu'à présent était d'accès assez facile, mais qui va peut-être être un peu plus compliqué dans les mois à venir, mais qui intégrait un calculateur pour adapter la posologie des antibiotiques de nos patients insuffisants rénaux. Et là, je vous avais mis l'exemple du céfotaxime qu'on met normalement entre 1 et 2 grammes toutes les 8 heures. Chez un patient qui a une clairance à 30 millilitres minute, on va plutôt passer de 1 ou 2 grammes toutes les 12 heures. L'autre adaptation importante, c'est l'adaptation au poids, et en particulier chez les patients obèses. Et pareil, la SPILF, en partenariat avec Antibiogarde, a développé un calculateur de posologie gratuit que vous pouvez avoir sur vos smartphones ou sur les ordinateurs. On rentre le sexe de l'homme, enfin le sexe du patient ou de la patiente, son poids, sa taille, la molécule qu'on veut. On choisit notre posologie qu'on veut lui administrer, on calcule et ça vous donne son poids ajusté, son BMI et puis surtout la posologie cible qu'il faut lui administrer. Si vous vouliez faire du 2 grammes par jour, et ben chez un patient qui fait 180 kg et 1,60 m, il faut rajouter presque 1 gramme pour avoir la même efficacité. On va aller très vite sur les différents exemples d'intervention de ce que peut faire quelqu'un qui fait de l'équipe mobile au sein d'un établissement hospitalier, parce qu'on a déjà vu un peu tout ça. Ça peut être adapter les recommandations locales aux guidelines les plus récents, surveiller les hémocultures, et ça, Bastien va nous en parler, faire des stratégies de désescalade, adapter à la fonction rénale et ainsi de suite. Vous avez la liste de tout ce qu'on peut faire. La question, c'est de savoir prioriser ce qui aura le plus d'impact et permettra et sera le plus acceptable par nos collègues. Parce que quand on met en place un programme de bon usage, il y a un paramètre qui est important, c'est de savoir si on veut le faire de façon collective, en arrivant à convaincre nos collègues et à les emmener avec nous, ou est-ce qu'on veut le faire de façon restrictive en imposant les choses. C'est des stratégies pour le même objectif qui peuvent être complètement différentes. Enfin, pour qu'un programme de bon usage marche, il faut des moyens, c'est-à-dire qu'il faut des relais sur le terrain, il faut des leaders d'opinion, il faut avoir du temps dédié pour faire ça, et on ne peut pas faire des choses correctement si on n'a pas un minimum de temps dédié à ces activités. Les messages clés de bon usage, c'est qu'on ne fait pas d'examen microbiologique pour un patient qui n'a pas d'argument clinique pour une infection. On ne prescrit pas d'antibiotiques, on ne prescrit des antibiotiques que pour une infection bactérienne prouvée fortement suspectée. On réévalue au 3e jour toute prescription d'antibiotiques pour essayer de mettre en place des stratégies de désescalade. On limite les durées et on prescrit d'emblée avec une durée fixée. La majorité des traitements, la majorité des infections se guérissent avec 7 jours de traitement, et si on doit dépasser, il faut se poser la question de pourquoi on dépasse et le justifier. Et puis, le meilleur moyen de ne pas mal utiliser les antibiotiques, c'est de ne pas les utiliser. Et pour ne pas les utiliser, eh ben, il faut investir sur la prévention active des infections. Je vous remercie. Super, merci beaucoup Alexandre. Il n'y a pas encore de questions dans le chat. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions, il peut les entrer dans le chat. Ou t'en as une?
Alors, il y avait une question sur est-ce que les diapositives et les vidéos sont disponibles? Oui. Ouais. Ça, oui. Il y avait une question quelle est la situation des décès chez les nouveau-nés liés au BMR en Asie du Sud-Est? Non, en Afrique ASS. subsaharienne. En Afrique subsaharienne, pardon. Du coup, ça, je pense que c'est plus une question pour moi. Mais Ouais. donc, On avait- comme les données sont très faibles, donc il y a des données dans certains centres tertiaires où on voit que le décès, par exemple, il y a une étude qui a été faite à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers au Bénin, qui montre qu'il y avait quand même un taux de décès, en tout cas dans les infections, les bactériémies chez les nouveau-nés relativement élevé. En tout cas, dans ces BMR, on est autour de 30-40% de décès. C'est heureusement relativement rare, mais globalement, comme souvent, non, on a très peu de données, mais on peut présumer que le taux de décès est assez élevé. Moi, j'avais une question pour toi, Alexandre. Du coup, comme il n'y a pas de questions dans le chat, je pense que c'était une question un peu, si tu es pour ton bon usage des antibiotiques, si tu es dans un endroit où il y a moins de ressources, justement, c'est une question un peu piège, mais est-ce que, par exemple, si tu as une information bactériologique, est-ce que tu privilégierais, bref, l'utilisation du bon antibiotique, mais si, par exemple, tu n'as pas d'accès intraveineux, donc tu peux donner 1 ou 2 doses maximum, le bon antibiotique a une durée qui n'est pas forcément adaptée, ou essayer de donner d'autres antibiotiques qui sont plus accessibles et plus disponibles, parce que c'est peut-être des situations pratiques devant lesquelles certaines personnes peuvent parfois se retrouver. C'est une très bonne question. C'est un exercice qui est très compliqué pour nous qui faisons du bon usage dans des situations, enfin en tout cas moi, hein, dans des situations où la ressource, quelle qu'elle soit, que ce soit diagnostique, médicamenteuse ou autre, n'est pas un problème. Parce que c'est très facile d'expliquer comment il faut prendre en charge une bactériémie à staph doré quand on peut avoir des hémocultures tous les jours, qu'on peut avoir la molécule qu'on veut, et ainsi de suite. Si je devais transposer de ce que tu dis, c'est j'ai un patient qui a une infection, je sais ce que c'est la bactérie, mais j'ai pas assez de la meilleure molécule pour faire tout le traitement. Finalement, ça, c'est des stratégies de désescalade. C'est-à-dire que tu vas taper très fort pendant 48-72 heures pour essayer de réduire l'inoculum au maximum. Et ensuite, tu fais un relais avec une molécule peut-être un peu moins robuste, peut-être un peu moins efficace, mais qui finalement sert à accompagner la guérison. Moi, j'explique ça à mes étudiants, c'est que pour moi, l'antibiotique, c'est le scalpel du médecin. Quand tu as un abcès, le chirurgien, il incise, il vide l'abcès et ça fait déjà 90% du travail. Et biologiquement parlant, l'antibiotique, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est le scalpel qui permet de réduire l'inoculum bactérien et la suite, le travail, il est fait par le système immunitaire en grande partie. Et pendant des années, on a fait des traitements très longs en se disant plus on va laisser longtemps, plus on va aller éradiquer la bactérie au fond du fond du fond. Très probablement que le problème, il n'est pas là. Le problème, il est de contrôler l'infection, ensuite d'avoir un système immunitaire qui fait le travail. Et ça, il y a des modèles murins qui l'ont montré, des modèles de souris. Mais le meilleur exemple, c'est les essais aux alentours des années 1940 sur les pneumopathies, les premiers essais thérapeutiques où ils comparaient différentes molécules et ils faisaient un jour d'antibiothérapie pour des pneumonies. Et tout le monde ne guérissait pas, mais les patients, il y a une bonne partie des patients qui guérissaient. Ensuite, on est monté jusqu'à des 2 semaines standards pour le traitement de la pneumopathie. Et les derniers essais de bon usage ou de réduction des durées, c'est le dernier essai publié, je fais de la pub à un de nos copains, c'est Aurélien Dean. Ils ont fait un essai, pneumopathie aiguë communautaire, on donne un antibiotique, à J3, on regarde comment il va. Si le patient va mieux, qu'il n'a plus besoin d'oxygène, qu'il n'a plus de fièvre et que le syndrome inflammatoire a baissé, on arrête l'antibiotique. Quand on fait ça, c'est non inférieur par rapport à 8 jours d'antibiotique, c'est même supérieur, il y a moins d'effets secondaires. Super, merci beaucoup. Entre-temps, il y a plein de questions sur le chat. Merci beaucoup pour ta réponse. Je pense que je
je pensais plutôt le long des mêmes lignes. On va prendre un tout petit peu de retard parce qu'il y a quand même beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu penses du PKPD dans le bon usage des antibiotiques? La PKPD dans le bon usage des antibiotiques, c'est pareil. Oui, on le fait. Après, il n'y a pas d'études sur la PKPD à l'heure actuelle qui ont montré que optimiser les paramètres de PKPD, ça diminuait la mortalité. Après, c'est des choses basiques, c'est-à-dire que si on ne donne pas la bonne dose du médicament, ça ne marche pas et le patient il meurt. Après, quand on est dans des centres tertiaires avec accès à tout, qu'on a un patient, par exemple, moi j'ai un patient qui a une infection, une endocardite récidivante sur valve aortique, à PIO multirésistant, enfin même PDR. En plus, il a un tube aortique et il est greffé rénal. Ce patient-là, oui, je vais essayer d'optimiser la PKPD en faisant des perfusions optimisées, en dosant mes résiduels d'antibiotiques et essayer d'adapter au mieux pour être le plus longtemps possible à X fois ma CMI pour essayer d'être le plus efficace possible. Après, quand il n'y a pas de labo de pharmacologie et qu'il n'y a pas tout ça, la question c'est qu'est-ce qu'on peut utiliser de la PKPD pour, même si on n'a pas la possibilité de doser et de contrôler ce qu'on fait, essayer d'améliorer les choses. Et ça, c'est connaître les antibiotiques qui sont concentration dépendants, ceux qui sont temps dépendants, et d'optimiser les modalités d'administration des antibiotiques pour des infections données. Super. Alors ça, je pense que ta réponse est parfaite parce qu'elle répond à plusieurs autres questions, notamment une question sur demander est-ce qu'une hémoculture positive justifie une augmentation de la dose d'antibiotiques. Donc, je pense qu'on peut juste essayer d'avoir une dernière question que je vais essayer de mixer. On est un petit peu en retard, mais comme il y a beaucoup de questions maintenant, c'est pour un bon usage d'antibiotiques, quel comportement affiché quel comportement adopté, je suppose, dans les pays du Sud où l'accès au diagnostic bactériologique est faible, ainsi que le personnel fermé en antibiothérapie, qui se mixe un peu avec la question suivante, disant que comparativement aux pays du Nord, qui disposent plus facilement de la biologie moléculaire, quelle est la plus-value de cette méthode diagnostique dans le contexte du traitement des infections bactériennes, du bon usage d'antibiotiques? Donc, alors, moi, je serais ravi qu'on échange tous là-dessus parce que c'est exactement le sujet pour lequel on est allé au sujet de la mission qu'on fait en partenariat avec nos collègues togolais. C'est comment on implémente un programme de bon usage quand il n'y a pas tout ça. Si je dois être très réducteur, finalement, quand on n'a pas de laboratoire de microbio qui peut fonctionner correctement tout le temps et qu'on n'a pas beaucoup d'infectiologues, de ressources d'infectiologues ou de spécialistes à disposition, la meilleure chose à faire, c'est de travailler sur des outils d'aide à la décision pour les cliniciens qui sont en fait basés sur des antibiothérapies probabilistes en fonction de vignettes cliniques. Et donc, il faut, pour ça, savoir aussi un peu quelles sont les bactéries qui circulent. Et donc, en fait, c'est un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que si on ne sait pas contre quoi on se bat, on peut difficilement vraiment mettre en place une stratégie. Le dernier point, c'est que, et nous, on le voit aussi en France, on a plein de recommandations sur il vaut mieux utiliser telle molécule dans telle situation, telles associations et ainsi de suite. Et puis, en ce moment, on a des pénuries d'antibiotiques. Toutes les semaines, en ce moment, en France, on n'a plus de lévofloxacine en ville, on n'a plus d'amoxicilline, et puis alors, ça ne dure pas longtemps. Mais finalement, on arrive à cette situation que nos collègues du Sud peuvent connaître plus souvent, c'est que l'approvisionnement intermittent des antibiotiques et de la ressource, ça détruit, c'est très compliqué à intégrer dans un programme de bon usage. Super, mais je pense que c'est bien parce que ta réponse répond à beaucoup d'autres questions. Il y a encore quelques questions. Je vous invite peut-être à envoyer un mail à Alexandre si vous avez encore des questions. Et je vais te repasser le micro, Alexandre, pour présenter Bastien. Sinon, si Alexandre, tu veux répondre dans le chat à quelques
quelques questions pendant ma présentation. Ouais, j'essaierai de répondre dans le chat. Et puis, Bastien, on te laisse la parole. Bastien, que j'ai le plaisir de connaître depuis plus de 10 ans maintenant, qui est infectiologue, qui s'intéresse à plein de choses différentes et qui a une originalité qui lui a permis de construire maintenant un cadre de travail qui mélange plein de choses et qui finalement a une colonne vertébrale autour du bon usage des antibiotiques, que ça soit dans le nord ou dans le sud. Bastien, c'est à toi. Merci Alexandre. Donc, je vais me baser surtout sur l'expérience acquise via Médecins sans frontières, où je suis un des référents du bon usage des antibiotiques au siège, et avec des missions et maintenant plus des visites sur les terrains. Donc, petit quiz introductif. Je ne sais pas s'il apparaît. Voilà. Le nombre, vous êtes en fait responsable d'un programme de bon usage dans votre établissement. Vous avez un nombre d'hémocultures qui était standard chaque mois. L'activité est la même qu'habituellement, sauf que le nombre d'hémocultures diminue, ou en tout cas, il semble assez faible au vu de votre activité. Qu'est-ce que vous suspectez et comment vous réagissez ? Vous vous dites que les indications de prélèvement sont probablement trop restrictives et donc vous élargissez les critères médicaux d'indication à faire des hémocs. Vous vous dites que les infirmiers ne sont probablement pas assez à l'aise pour prélever et donc vous organisez des formations pratiques de comment prélever. Vous vous dites que les médecins ne prescrivent pas assez quand il faudrait et donc vous réaffichez toutes les recommandations des bonnes prescriptions et vous refaites des sensibilisations auprès des médecins. Vous vous dites qu'il y a probablement des ruptures de stock aussi à la pharmacie des flacons d'hémoculture et donc vous demandez d'en commander régulièrement davantage. Ou vous n'en savez rien à ce problème, vous ne savez pas d'où ça vient, mais cependant, vous savez en fait comment agir et comment avancer sur cette question. Je vous laisse répondre. Je ne vois pas, moi, le taux de participants. Oui, on voit de notre côté, mais d'accord. On va voir. Donc là, on est à 33%. J'attends un petit peu. Et donc, hop, là. Donc, la majorité se sont engagés, en tout cas, entre différentes hypothèses. Je vais vous expliquer le pourquoi, mais moi, mon seule et unique bonne réponse là-dedans était en fait la dernière, et que devant ces constats, en fait, il y a de multiples facteurs qui peuvent expliquer ça. Et donc, en fait, on n'en sait rien, mais par contre, toute la technique du bon usage des antibiotiques, c'est justement de réfléchir à comment on va chercher le problème pour le solutionner. Donc, je passe à la suite. Les hôpitaux, alors dans les contextes humanitaires de conflits armés ou autres, et plus généralement dans les contextes à faible revenu, vous connaissez mieux malheureusement la situation que moi, mais souvent il y a des difficultés économiques à avoir un hôpital bien équipé et donc avec des contraintes d'hygiène complexes et donc la transmission croisée de germes entre patients. L'usage des antibiotiques, il n'y a pas forcément de guidelines, de recos bien suivis, de formation suffisante de tous les acteurs ou tout simplement suffisamment de médecins. Donc, il y a souvent un mésusage des antibiotiques et il y a encore beaucoup de contextes où il n'y a pas encore un accès effectif à une microbiologie fiable. Et donc, quel support? De manière basique, toujours penser au support du spécialiste en hygiène, prévention et contrôle des infections, l'infectiologue, le pharmacien pour l'usage des antibiotiques et le microbiologiste pour le diagnostic. Tout ça, ça va ensemble. Ça porte le nom, en tout cas en France, d'équipe multidisciplinaire d'antibiothérapie, EMA. Et en fait, c'est sur ce modèle-là que MSF s'est basé pour se dire ce qui marche dans certains contextes, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ailleurs. Et donc, se baser sur ce trépied pour lancer différents programmes.
Ils aiment bien le montrer même sous forme d'une pyramide, dans le sens que mettre de la microbiologie sur un terrain sans le reste, ça ne sert à rien. Si on commence à faire des prélèvements d'urine ou d'hémoculture sans indication des prélèvements à n'importe quel patient et qu'après, on ne sait pas interpréter le résultat qui est rendu, on va en partie à la catastrophe, à commencer à traiter des patients qu'il ne faudrait pas et pas forcément avec les bons traitements. Tout les programmes de résistance sont à la fois intersectionnels et multidisciplinaires, donc sur ces trois trépieds, mais aussi après avec des problématiques de ressources humaines et de formation, de promotion de la santé, de surveillance épidémio et de recherche, mais aussi de plaidoyer et de prévention. MSF a commencé ses programmes en 2014 et là, on voit sur le tableau tous les projets qui ont en partie des programmes de bon usage des antibiotiques et on voit que ça commence à se répartir, alors majoritairement au Moyen-Orient et en Afrique subsaharienne, avec actuellement 37 projets en tout cas qui ont un point focal dédié à l'antibiothérapie, c'est-à-dire un médecin formé là-dessus combien 24 projets qui utilisent la microbiologie avec des labos. Je vais parler plus d'un exemple concret pour parler de l'ensemble qui va se situer à Bangui, en République centrafricaine. Donc, pour remettre le contexte, c'est un pays avec une forte problématique sur le développement, l'espérance de vie à 53 ans et qui est retombé encore plus dans l'aggravation de la situation de guerre civile depuis 2013, avec pas mal aussi de déplacés en interne. MSF, en 2012, a décidé d'ouvrir un hôpital chirurgical à Bangui. Et en fait, le pendant sur le plan infectieux, c'est que la chirurgie orthopédique draine des patients avec des fractures ouvertes et donc qui se surinfectent. Et la surinfection osseuse, c'est 6 semaines d'antibio ciblés sur les germes, donc une problématique vraiment infectieuse importante. Et la chirurgie générale pourvoyeuse de patients avec des péritonites ou des fasciites nécrosantes et autres. Sur le plan infectieux, initialement, il y avait quelques prélèvements de microbiaux qui pouvaient être envoyés à l'Institut Pasteur de Bangui et qui se trouvaient des taux de prévalence quand on retrouvait des antibactéries supérieurs à 50% BLSE. Des pratiques de prescription pas satisfaisantes et un panel antibio assez incomplet avec des situations d'impasse thérapeutique sans forcément de traitement valide sur le terrain. Donc, la décision de mettre en place un programme d'antibio-stewardship, de bon usage antibio. Donc là, c'est à peu près une frise chronologique de la mise en place de ce programme. Donc, vous voyez, ça s'étale à peu près sur 2 ans. Les périodes en vert, c'est celles où j'ai eu la chance d'être sur le projet pour l'accompagner. Et donc, ça commence par l'état des lieux où on en est. Souvent, une première phase de restriction des antibiotiques à quelques médecins plus spécialisés là-dessus. Commander en avance, parce que ça met du temps à arriver, les nouveaux antibiotiques, ça met entre 6 et 9 mois. Préparer l'ouverture d'un laboratoire, recruter le médecin qui va faire l'infectiologie, le technicien qui va faire la microbio, le référent hygiène, mettre en place des protocoles, mettre en place le fonctionnement en équipe multidisciplinaire et petit à petit mettre en place, une fois que l'activité de conseil en antibio auprès des patients est mise en place, mettre en place l'activité de bon usage, c'est-à-dire de gouvernance des antibiothérapies autour de rapports, d'audits pour regarder comment ça marche et enfin après aller vers une démarche plus de pérennisation, de sensibilisation et presque de recherche et en tout cas de pérennisation en pensant que aussi le personnel, y compris centrafricain, reste sur le projet 2-3 ans. Il y en a qui restent longtemps et il y en a qui tournent et donc que les gens s'auto-forment au fur et à mesure. Donc, dans les défis et les succès rencontrés, alors ce qui est très particulier, c'est que, alors ça, je parle clairement en tant qu'expatrié, on arrive sur des situations complètement inédites pour nous qu'on ne connaît pas et en même temps,
hyper fréquentes pour les terrains et notamment pour les soignants des terrains. Notamment, par exemple, les fractures ouvertes tardives, prises en charge au bout de 3-4 jours. Quand on recherche dans la littérature internationale, en fait, les seules données qu'on a, elles datent de la guerre 14-18, parce que depuis, sur les trauma centers qui font des recherches en Europe ou aux États-Unis, les patients, ils arrivent en moins de 24 heures. Et donc, qu'est-ce qu'on fait d'une fracture et à quel point elle est surinfectée, à quel point, si le chirurgien dit que tout est net, il faut mettre une antibiothérapie de 6 semaines sur une fracture qui a 48 heures, c'est compliqué. Donc, on redécouvre la chirurgie de guerre, les plaies balistiques qui sont vraiment de la chirurgie quasiment carcinologique avec des larges débridements. La flore tropicale qui est curieusement différente. Je pense qu'il y a plein de choses qui l'expliquent entre le taux d'humidité, la chaleur, mais en tout cas, on a plus d'infections à BGN qu'à coccigramme positif. Donc là encore, l'adaptation des recos copier-coller nord-sud, il faut s'en méfier. Et plein de zones complètement aveugles. Notamment, on sait ce qu'on a chez nous dans les patients qu'on prélève avec des signes d'infection, mais par contre, les patients qui arrivent de l'extérieur, finalement, on ne sait pas du tout le taux de bactéries multirésistantes en communautaire. Dans les choses à mettre en place, notamment, par exemple, vous mettez en place un programme, ça va être de discuter avec les chirurgiens pour les biopsies osseuses. Une biopsie osseuse, théoriquement, il le faut entre 3 et 5 par 3 à 5 différentes pinces et de l'os, et ce n'est pas un écouvillon de pus. Tout ça, vous tournez avec des chirurgiens. Alors là, c'est particulier sur ce projet-là, c'est surtout des expatriés qui tournent. Mais du coup, c'est voir comment faire en sorte pour à la fois convaincre les chirurgiens, mais pour que le process fasse que tous les mois, ça continue. Donc, se baser vraiment sur l'équipe locale des cadres de santé du bloc opératoire, mettre des affiches, protocoliser, mettre des systèmes d'alerte au niveau du laboratoire. Si le laboratoire reçoit des mauvais échantillons, qui est un peu un système de rétrocontrôle, où assez rapidement, on est réactif sur « Ah tiens, c'est des prélèvements de mauvaise qualité » ou « quand c'est polymicrobien ». De la formation, des briefings. Et voilà, tout ça, en fait, c'est quand même long à mettre en œuvre. Nécessité de support et de protocoles adaptés. Là encore, on peut avoir des guidelines internationales MSF, de l'OMS, des guidelines européennes, américaines. Il y a plein de situations qui ne sont pas hyper élucidées. Et donc, réfléchir entre l'armoire à pharmacie qu'on a sur place et ces différentes guidelines, digérer toute cette information pour proposer un document, vraiment une plaquette antibio adaptée pour le projet. Et ça, c'est vraiment déjà une grande aide pour que toute l'équipe soit à jour et s'adapte. Dans les autres choses, avec la casquette un peu d'infectiologue, vous allez être quand même... vous avez un regard sur toutes les problématiques d'hygiène. Et ça, ce regard, c'est bien le Yaka Faucon. C'est bien de dire il faut se laver les mains, mais c'est mieux en fait d'avoir de la solution hydroalcoolique et accessible un peu partout, et qui ne soit pas volé, et qui soit dans des récipients régulièrement conservés. Donc là, c'est plus des problématiques après d'organisation. Dans l'organisation, là, vous avez les photos, c'est bête, des toilettes. La première fois que j'y vais, je suis effaré parce que ces toilettes sont au milieu de l'unité d'isolement, c'est-à-dire qui est réservée une zone pour les patients avec des prélèvements positifs à germes multirésistants. Et donc, on imagine bien que c'est bien de les isoler et d'avoir des surblouses pour tous ces patients. Mais si à chaque fois qu'ils vont aux toilettes, c'est ça, ils mettent la main dans la chasse d'eau, tout le reste ne sert à rien. Donc, on le dit, au début, on s'effare et on pense donner sa bonne science et que ça va de soi. Sauf qu'au bout de 2 mois, enfin, les chiottes sont remplacées. Vous revenez 6 mois après, c'est de nouveau cassé, mais tout simplement parce que le matériel à Bangui qui peut s'acheter, c'est malheureusement un matériel de mauvaise qualité et que, des fois, il y a aussi tout simplement un problème logistique et il faut faire face. Et dans le contexte ONG, pourquoi pas même des commandes internationales pour des chasses d'eau. Mais bien faire attention dans tout cet environnement de comment on fait avec les contraintes du contexte. Et si le SHA n'est pas rempli et pas partout, c'est pourquoi. C'est peut-être qu'il y a des vols. Est-ce qu'il peut se mettre dans une armoire à pharmacie à fermer au niveau de chaque service? Parce que s'il est que dans la pharmacie centrale, c'est pour ça que les gens ont la flemme de remettre des flacons partout.
Voilà, aider là-dessus. Pas mal de questions là sur le bloc opératoire, l'architecture hospitalière, qu'est-ce qu'on fait? Clairement, les chambres individuelles, je pense qu'il faudrait demander aux participants, mais je pense qu'il y a très peu d'hôpitaux en Afrique ou peut-être quelques cliniques qui disposent de chambres individuelles. La plupart du temps, on a quand même plutôt une architecture de dortoir. Et donc, comment on adapte le concept d'hygiène et de transmission croisée dans un dortoir? Mais il y a clairement des choses à faire et on observe vraiment entre les hôpitaux où il y a de l'hygiène de main, même en dortoir, versus ceux où il n'y a pas de programme, il y a de l'amélioration dans ceux où il y a un programme. Dans les autres difficultés et en même temps succès, celui de la communication d'équipe. En fait, prendre bien en charge un patient sur le plan infectieux, c'est réunir pas mal d'informations pour prendre la meilleure décision pour le patient. Et tout ça, par exemple, tourne autour des RCP, réunions de concertation pluridisciplinaire. Donc, c'est mettre autour de la table un microbio, un pharma, un infectiologue, un chirurgien, un anesthésiste, le médecin qui s'occupe du patient dans la salle et, si possible, aussi les autres soignants. Tout ça, moi, au début, les gens ont peur de la réunionnite, donc au début, on a des freins. Donc, il faut déjà convaincre le leadership. Vous n'arriveriez jamais à monter un programme d'antibio si vous n'avez pas la direction de l'hôpital et autres avec vous. Ensuite, une fois que vous les avez convaincus, c'est de convaincre vos collègues. Après, c'est de trouver le moment parce que les chirurgiens vous disent « Ok, on fait ça à 15 h, mais à 15 h, ils sont toujours au bloc. Ils ne veulent pas faire ça le matin, mais au final, c'est le matin avant le bloc que vous arrivez à trouver un horaire où il y a tout le monde. » Puis, les premières réunions, le chir se retourne vers vous en disant « Moi, j'ai rien à dire, ça parle d'antibio, donc c'est ton domaine. » Donc, c'est comprendre le côté multidisciplinaire. Et petit à petit, vous avez le truc qui prend. Et les gens comprennent sur 2 ou 3 patients, vraiment cas d'école, l'intérêt de cette discussion. Et ça, par exemple, ça a mis 2 bons mois d'énormément d'énergie chaque semaine à de redire, allez, il y a 4-5 patients à présenter, lesquels vous voulez, allez, on y va, on les présente. Mais au bout de 2 mois, finalement, je repars. Et là, je sais qu'on est 3-4 ans après. Et en fait, le truc a toujours lieu chaque semaine et sans expatrier pour le stimuler, juste au niveau interne, parce que ils ont compris l'intérêt que sur tous ces patients complexes, finalement, la décision collective était meilleure pour le patient, était meilleure pour l'apprentissage commun. Et c'était aussi du temps de gagner. C'est plus simple de se réunir une bonne fois pour toutes plutôt que de procrastiner tous les jours à faire à moitié les choses. C'est en poste de point focal antibio. C'est aussi un poste de gestion en fait d'une petite activité dans l'activité et donc un certain leadership. C'est dans les projets chirurgicaux, la gestion du chirurgien expat, on a tous les profils. Les grandes visites médicales, ça, je vous invite à réfléchir dans vos différents établissements. Je ne sais pas comment ça se passe, mais pas mal d'établissements où il y a encore des visites à 20 personnes parce que chacune est d'accord pour faire des visites à moins grand nombre, mais chacune s'estime indispensable. Donc, au final, on se retrouve à 20. Et à 20, ce qui se passe, c'est que, en fait, des fois, il y a 0 fois où on s'adresse aux patients. Il y a un chirurgien ou un autre médecin un peu plus vieux qui fait un peu son cours professoral. Et finalement, l'interaction, ce n'est pas évident de poser une question et ce n'est pas évident d'interagir. Donc, démultiplier les visites, une visite ortho-kiné, une visite médecin de salle infectieux, une visite médecin de salle infirmier. Et le patient a d'autant plus de visites et la communication vraiment se passe mieux. Un autre point crucial, alors là, dans tous les projets que je visite, mais que vraiment sur différents continents, un énorme problème encore sur les dossiers médicaux. Alors ça, j'ai pris une photo, c'est les fameux classeurs. Là encore, le prérequis, c'est d'avoir le support. Une fois que vous avez le support, c'est d'avoir des pancartes écrites dans l'ordre chronologique, des prescriptions écrites, parce que si vous ne pouvez pas en infectieux avoir une courbe thermique de votre patient ou comprendre les séquences thérapeutiques, en fait, vous faites de la dentelle, mais vraiment sur des torchons, et ça n'avance pas plus. Typiquement, nous, le programme, à force, on a eu une équipe vraiment pas mal rodée et qui savent maintenant gérer des infections osseuses à germes multirésistantes, mais vraiment dans la finesse, et qui sont en train de faire presque de la masturbation intellectuelle à réfléchir à une molécule versus une autre. On réfléchit à ça, on le marque dans le dossier médical, et finalement, le lendemain, on constate que ce n'est pas le bon antibio prescrit parce qu'en fait, ça a été mal recopié d'une journée à l'autre. C'est typiquement le genre de situation où si vous n'avez pas un niveau de qualité de soins basique suffisant,
c'est-à-dire juste que votre dossier médical soit bien rempli et bien respecté, ben, en fait, le surplus a moins d'intérêt. On profitait pour mettre en place des innovations aussi pédagogiques. Les simulations médicales, là, c'était annonce diagnostic à un patient qui a une bactérie multirésistante et qui doit avoir une perfusion et tout ça, mais ça peut permettre de parler plein de choses avec l'équipe. Il y a un jeu pédagogique où on joue à infecter le patient de l'équipe d'en face avec une bactérie et puis petit à petit, on découvre la bactérie et on adapte l'antibiothérapie qui s'appelle le DAWA, qui est pratique pour apprendre en équipe la prescription antibio. MSF a mis en place un programme d'e-learning. Alors ça nous aide énormément maintenant. En fait, c'est sur 9 mois, 6 heures par semaine. Et donc, pour les nouveaux programmes, on identifie 1 an à l'avance un futur point focal antibio et au moins il a tout le support théorique de ce cours-là. Et donc ça, dans vos hôpitaux respectifs, si vous mettez ça en place, probablement avoir un médecin préformé en amont, inscription à un DU ou quelque chose pour avoir déjà des bases robustes et après, mettez en place le programme. Et enfin, la structuration de l'activité de stewardship. Donc, en québécois, ils aiment traduire en gouvernance, antibio-gouvernance, repose alors nous sur un rapport mensuel, mais en fait qui comprend pas mal de choses. Donc, le rapport d'activité du nombre d'avis donnés et du type d'infection constatée dans les lits. La consommation antibiotique en dose journalière patient. Donc ça, c'est à travailler avec la pharmacie et pour avoir après des jolies courbes et voir en fait quand il y a un pic inattendu de consommation ou un antibiotique qui remplace un autre. Il y a des audits de prescription, donc soit complet, exhaustif, soit nous ce qu'on fait, c'est chaque mois 30 à 40 dossiers qu'on regarde et en fait c'est est-ce que le patient, est-ce que le diagnostic est bien écrit, est-ce que l'antibiotique donné, la molécule correspond au diagnostic donné, après si c'est documenté, est-ce qu'elle correspond bien à l'antibiogramme, la posologie, est-ce que ça correspond, la durée, est-ce qu'il y a une réévaluation à 48 heures. Ces grilles, il en existe pas mal, je vous invite après à les adapter à votre contexte. Des fois, ça ne sert à rien d'avoir 30 000 questions sur la réadaptation à 48 heures si la base n'est pas faite. Et donc, la base, c'est déjà d'avoir les symptômes cliniques bien écrits dans le dossier. Donc, ça peut être ça la première question. Mais ça, c'est vraiment un super travail d'auto-évaluation pour régulièrement revoir le problème. Par exemple, et ce n'est pas juste le chiffre de bonne prescription, ça ne se voit pas que en pourcentage, mais en faisant l'audit, on peut s'apercevoir que finalement, les prescriptions, la durée est vraiment pas mal, sauf pour l'antibioprophylaxie. Nous, c'était le cas justement là à Bangui, où globalement, la plupart des antibiotiques documentés étaient prescrits par le point focal et finalement, la durée était respectée. Par contre, l'antibioprophylaxie était instaurée par la NEST au bloc, était marquée dans le dossier, et après, reconduite, et en fait, personne ne savait trop quelle durée. Et donc, ça permet, voilà, ce genre d'audit de voir où sont les petits problèmes. Activité microbio, épidémio, donc ça, c'est les données du laboratoire. Et il y a les comptes rendus aussi qui sont donnés par le référent d'hygiène sur les transmissions croisées et autres. Donc, c'est vraiment une collaboration entre le pharma, la microbio, l'IPC et la direction de l'hôpital qui permettent d'avoir toutes ces données et en fait d'avoir ces indicateurs après à analyser. Et on va avoir un exemple maintenant au Niger. Au Niger, du coup, là, c'est un cas un petit peu plus complexe que le QCM, mais globalement, on avait un taux d'hémoculture positive à vrais pathogènes assez élevé. Et donc, on s'était dit, mais mince, si on a pas mal d'hémocultures positives, peut-être que c'est qu'ils sont hyper sélectifs sur les patients hyper graves, et c'est pour ça que c'est très positif. Et donc, la première question, on m'appelle et on me dit, mais voilà, il faut modifier les recommandations. Pardon, il te reste 5 minutes juste. OK. On modifie les recommandations ou on fait de la sensibilisation des acteurs aux bonnes pratiques. Et en fait, la solution qui a décanté vite dans la réunion, c'était d'ajouter dans l'audit mensuel une question déjà d'évaluation de comment sont faites les émocs. Avant de chercher la solution, commencer par faire un diagnostic de la situation et qu'est-ce qui se passe vraiment. Et donc, juste se poser la question, est-ce qu'une émoc était théoriquement indiquée par rapport au patient et est-ce qu'elle a été faite ou pas? Et là-dessus, vous voyez, c'est un tout petit audit tout simple. Sur 40 dossiers, il y avait 16 patients qui auraient pu bénéficier d'une émoc, 8 qui étaient vraiment faites. Et donc, pourquoi ça n'a pas été réalisé? Quand on regarde, en fait,
toutes les émocs étaient finalement pas trop mal réalisées dans les services d'hospitalisation. Enfin, là, voilà, les services sous tente. Mais par contre, aux urgences, aux admissions, c'est là où elles étaient loupées. Et après, on discute avec les médecins des urgences. Pourquoi? Parce que les patients étaient sévères. Et même constatation le mois d'après. Mais alors, pourquoi? Ils disent parce qu'on n'a pas le temps, le patient est sévère, donc la priorité, c'est d'éviter les antibiotiques. Et donc là, grand malentendu, on se dit, mais merde, on met en place tout un labo pour avoir des émocs pour les sepsis sévères. Et là, pile poil, quand le patient est en sepsis sévère, finalement, c'est le cas où on n'a pas les émocs. Et donc, pourquoi? Donc, on réfléchit. Et en fait, la réponse, c'est parce qu'il faut aller jusqu'au laboratoire récupérer le kit de prélèvement. Et ce laboratoire, en fait, est à l'opposé des urgences, ce qui explique pourquoi dans les services autres, c'était fait et pas dans les urgences. Et donc, finalement, là-dedans, la solution, elle est plutôt opérationnelle, logistique, de disposer un kit de prélèvement aux urgences pour améliorer les choses, plutôt que de commencer à changer tous les critères et autres. Donc ça, c'est l'exemple typique que vous mettez en place des indicateurs. L'indicateur, en fait, il doit juste vous alerter sur une situation là, qui change de la norme. Après, vous faites un audit. Quand vous avez un indicateur qui déconne, vous faites un comité d'antibiotics stewardship, c'est-à-dire vous réunissez les personnes autour de la table et vous discutez, vous brainstormez des problèmes. Et enfin, vous faites un plan d'action et des solutions. Petit risque régulier fait quand on donne des recommandations. Alors déjà, quand on donne des recommandations à certains soignants, notamment non médicaux, pour un diagnostic A, dans les guidelines, c'est un traitement A, pour un diagnostic B, un traitement B. Et quand vous êtes dans la vraie vie et que vous avez un patient entre les deux, des fois, c'est un peu dur de leur expliquer que le traitement, il est entre les deux. Donc, bon, ça, c'est en tout cas une difficulté à laquelle on se heurte. Sinon, faites attention aux effets secondaires, entre guillemets, de vos recommandations. Moi, quelques temps avant mon passage au Niger, il y avait une pédiatre qui a dit très justement il y a besoin de mieux évaluer les pertes hydriques chez les enfants qui sont déshydratés. Sauf que cette recommandation est passée sur évaluer les pertes hydriques, c'est poser une sonde urinaire, et patient déshydraté, c'est tout enfant qui a de la diarrhée. Et donc, en gros, toutes les diarrhées étaient sous sonde urinaire avec tous les problèmes qui peuvent être liés. Donc, là encore, vraiment réfléchir à 2 fois avant de faire des recommandations, et en tout cas, il faut les faire toutes dans la nuance. Grande question qu'on a notamment au sein d'MSF, mais ça va se poser sur pas mal de contextes, entre la nécessité des fois d'avoir des recommandations assez internationales, adaptées aux outils diagnostiques, aux compétences médicales, des fois qui reposent sur des non-médicaux, à la rotation de certaines équipes, avec une approche le plus standardisée et avec souvent des arbres, des algorithmes, et notamment des applications d'aide au diagnostic. Mais en même temps, plus vous avez sur les terrains de diagnostic microbiologique et d'outils techniques, plus finalement ces algorithmes vont devenir dans la finesse, et qu'en fait, il y a quand même besoin, au bout d'un moment, de s'approprier le savoir médical et de rationaliser la décision médicale avec une approche centrée sur le patient. Là, c'est pour montrer qu'il peut y avoir de la recherche sur le domaine. Je voulais juste vous présenter une application qui va tomber dans le domaine public l'année prochaine, Antibiogo, qui est créée par la Fondation MSF et avec plusieurs partenaires universitaires français notamment, qui est en fait pour le laboratoire de microbiologie. On prend une photo de l'antibiogramme, l'intelligence artificielle reconnaît l'antibiotique testé, reconnaît aussi les mécanismes de résistance et les synergies genre BLSE, et va donner un antibiogramme interprétatif, c'est-à-dire que non seulement il met les sensibilités et résistances sur les antibiotiques testés, mais aussi par inférence sur ce qui va avec, et ils vont continuer à poursuivre cette application pour l'adapter au type de patient et à l'organe ciblé. Et donc, ça, voilà, ça ne va pas remplacer le microbio, mais si on veut autant de microbio en Afrique qu'au Royaume-Uni, à l'échelle, à la rapidité actuelle de formation, il faudra attendre 400 ans. Donc, potentiellement, ça pourra permettre à des techniciens de laboratoire au moins de mieux interpréter les antibiotiques. Et nous, on a déjà eu là des antibiogrammes discordants dans l'interprétation et dans des questions de patients complexes. Et au final, cette application avait plus raison et a vu des mécanismes de résistance genre MLSB inductible qui n'avaient pas vu le technicien, donc on est plutôt content. L'autre innovation qui est aussi accessible au ministère, enfin aux hôpitaux publics africains, c'est le Minilab, qui était un laboratoire en fait bactériologie très standardisé mis en place par MSF.
Le but, c'est en fait d'avoir des techniques très conventionnelles, finalement, avec des galeries API et des CMI en milieu liquide, mais qui permet, en fait, depuis les flacons d'hémoculture, de standardiser tellement le process et après d'avoir une lecture informatique sans avoir de disques d'antibiogramme et autres à interpréter, qui fait que globalement, on peut avoir un technicien de laboratoire formé à ces techniques en 3 à 6 mois au lieu de 3 ans pour un labo conventionnel. Et donc là encore, le but est double, à la fois d'aider le patient sur place. Et donc là, en ce moment, il y en a en Centrafrique, au Sud-Soudan, ça ouvre en Afghanistan, enfin dans plusieurs pays. Mais l'autre but aussi, c'est d'avoir un réseau sentinelle qui va permettre d'avoir des données microbiologiques de différents contextes et de comprendre enfin voilà, un peu l'épidémiologie locale, en tout cas des infections, des bactériémies dans ces contextes. Voilà, donc en conclusion, juste bien se rappeler que je pense que parmi vous, vous êtes une majorité de médecins infectiologues, mais vraiment pour construire ces programmes, s'aider des spécialistes d'hygiène et des spécialistes en microbio, les pharmaciens et les infirmiers aussi complètement. Et voilà, et de penser qu'il n'y a pas que l'approche médicale, mais c'est surtout une approche organisationnelle de programmes d'équipe à mettre en place et vraiment le côté faire des audits, avoir une vision globale, faire des comités pour réfléchir à plusieurs à un problème précis et chercher les nœuds du problème et petit à petit comme ça s'améliorer mois après mois. Voilà, je vous remercie beaucoup et voilà. Merci Bastien pour cette super présentation et puis qui complète très bien les deux premières avec du terrain et de comment on peut essayer d'appliquer tous ces concepts, toutes ces initiatives. Je regardais un petit peu, il y avait une question, il y avait deux questions du docteur Bienvenu Ngoma sur avec vos mises en place, qu'est-ce que vous avez trouvé comme épidémiologie quel profil en gros des BGN et à quelle épidémiologie spécifique avez-vous d'abord pensé pour la mise en place de ce projet? Alors là, pour le moment, dans les antibiogrammes cumulés, c'est-à-dire je ne les ai pas là sur l'ordi, mais globalement, on les a au Mali et au Niger sur les deux projets. Donc, c'est surtout des antibiogrammes. Alors là, c'est le labo conventionnel, mais ça concerne essentiellement les hémocultures. On est clairement à plus de 50% en BLSE quand on a une entérobactérie isolée. On a plus d'entérobactéries souvent que de staph et de strepto. On pourrait avoir... Mais voilà, on est assez quand même dans le rouge et c'est vrai que ça pose beaucoup de questions dans le sens qu'on se dit que quand on a un sepsis chez l'enfant qui va pas bien et on suspecte une entérobactérie, bah, avec notre ceftriaxone en probabiliste, on n'est sans doute pas forcément très bon et que probablement ajouter l'aminoside pourra par la suite être indiqué. Là, on attend de conforter tous les résultats sur le plan épidémio là, avec Épicentre, c'est en cours d'être fait avant de discuter en interne et sur tous les projets MSF de quelle conduite à tenir. Parce que recommander des carbapénem en première intention, ça donne envie à personne. En même temps, faire hypocritement des traitements pas assez larges quand le patient en a besoin, c'est pas bon non plus. Et donc, ça, c'est vraiment les questions en cours maintenant qu'on dégrossit et qu'on commence à avoir 3-4 ans de data sur quelques projets. Les infections osseuses, c'est moins problématique en probabilise dans le sens que voilà, on a le temps de retomber sur nos pas 4-5 jours après et d'adapter à l'antibiogramme. Et là, je n'ai pas les données cumulées, mais on a des gros taux de résistance. On veut aussi monter en place pas mal une étude un peu multicentrique sur du dépistage rectal de portage de BMR à l'entrée, puis à la sortie d'hospitalisation et par rapport au prélèvement microbio. Parce que ce qui est très, très compliqué dans pas mal de contextes, c'est qu'on a des prélèvements que diagnostiques. Et notamment, je suis allé au Bangladesh et j'ai cherché, ils ont plus de littérature, on va dire, que dans certains pays africains sur l'épidémiologie locale. Mais en fait, quand on regarde au fond
de la littérature, finalement, ça va être des ECBU prélevés dans le CHU de la capitale et en fait qui vont concerner la majorité du temps, c'est des patients qui ont transité, qui ont eu une infection urinaire qui n'a jamais été bien traitée, qui a eu plusieurs lignes d'antibio et qui finit au CHU et là qui est prélevé. Donc, on a des très très forts taux de résistance assez alarmants, mais au final, de populations hyper sélectionnées et qui ne représentent pas forcément la population communautaire. Donc, c'est vrai que c'est dur d'avoir des données. Très bien. Écoutez, on s'approche tout doucement de la fin du webinaire. Je voulais vous remercier tous, vous deux, les co-orateurs de ce programme, toute l'équipe d'Afranum et puis la centaine de participants qui nous a rejoints. On voit bien que le bon usage des anti-infectieux et des antibiotiques, c'est quelque chose qui est important. C'est des choses qui sont multispécialités, multimodales, qui intègrent des niveaux à la fois très de terrain au lit du malade, mais également les stratégies étatiques de formation de différentes spécialités, de contrôle des importations ou des flux de traitement. C'est compliqué de tout faire comme dans des zones où il y a beaucoup de moyens, mais on peut quand même faire beaucoup de choses. Comme dans le Nord, ce qui règle la majorité des problèmes, c'est quand on comprend les problématiques de nos collègues et qu'on échange. Bastien, tu voulais… Voilà. Je voulais vraiment rebondir comme un appel auprès de votre communauté là, de l'Afravi, dans le sens que vous êtes vraiment, je pense, les soignants cibles. Et enfin, s'il y a un levier d'action à espérer pour le bon usage des antibiotiques en Afrique, vous êtes vraiment sans doute les relais en première ligne, dans le sens qu'il faut du leadership et de l'argent pour y arriver. Le leadership, ça passe par convaincre les structures hospitalières, mais je pense que la majorité d'entre vous, vous êtes bien implantés dans un réseau et autour des réseaux des bailleurs de fonds pour le VIH, il y a des choses au moins structurées. Et par ailleurs, à partir de cette année, enfin, depuis 2015, l'antibiorésistance est une priorité de l'OMS. Ça met du temps à se traduire en fonds internationaux. Mais là, on a entendu à l'ECMIN qu'au niveau du fonds mondial, il va y avoir des sous alloués aussi pour l'antibiorésistance. Alors, pas forcément pour des programmes verticaux, juste sur l'antibiorésistance, mais qui pourront se cumuler. C'est-à-dire un laboratoire qui va financer des choses sur la tuberculose ou le VIH pourrait aussi avoir une partie pour le bon usage des antibiotiques. Donc, je vous invite à vraiment, au niveau local de vos structures, vous renseigner sur les leviers qui peuvent être activés, mais d'être leader pour essayer d'avoir des leviers sur ce domaine qui est un peu malheureusement l'épidémie silencieuse qui grandit d'année en année. Très bien, merci Bastien. Martin, tu veux conclure ? Mais oui, donc merci pour l'invitation. Voilà, je pense que finalement, on a posé autant de questions on y a répondu, mais donc voilà, c'est ça qui est fascinant. Et je pense qu'effectivement, moi, c'était là où je plais le plus, c'est forcément pour la surveillance, mais il y a encore énormément tout se tient l'un dans l'autre, évidemment, mais voilà, il y a encore beaucoup de données à acquérir, il y a encore beaucoup de choses à découvrir et beaucoup de choses à faire, ce qui est à la fois parfois inquiétant, mais aussi très stimulant. Et donc, voilà, je pense que c'est pour ça qu'on est tous là. Merci beaucoup, Martin. Merci à tout le monde. Et puis, n'oubliez pas de répondre au survey d'Afranum. C'était un plaisir d'être avec vous pour ce 15e Afranum. Et en juillet, vous avez le 16e qui aura lieu. Et la date précise vous sera donnée. Si vous voulez retrouver les vidéos, vous les aurez toutes sur YouTube, sur la chaîne YouTube de l'Afravi. Et puis, vous pouvez suivre Afravi sur les réseaux sociaux. Et bon usage de votre fin de journée.